Alors, merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. Nous sommes au 28 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons, le contenu de ce direct va essentiellement baser sur le discours du président français, M. Emmanuel Macron, à la tribune de la 73e Assemblée des Nations Unies. Nous allons traiter quelques points que nous avons pensés intéressants, éventuellement des points qui concernent la situation dans le monde et la situation du Congo-Brazzaville en particulier. Il faut signaler ici que nous n'avons pas l'habitude de décrypter sur le discours de M. Macron parce qu'il n'est pas le président du Congo. Il n'est non plus congolais. Mais du moment où il présente un discours à la tribune des Nations Unies, un discours qui interpelle l'humanité, et nous pensons que tout citoyen du monde est capable de mener ses analyses comme il veut, selon la location où nous nous retrouvons, éventuellement avec cette liberté de parole que nous avons. Mais avant de rentrer dans la profondeur de ce direct, nous aimerons dédier la vidéo d'aujourd'hui à tous les prisonniers politiques du Congo-Brazzaville. Je vais citer les noms. Paulin Makaya, parce qu'il faut le dire que Paulin Makaya, quand même qu'on nous fait miroiter qu'il a été libéré, mais en réalité il n'est pas libéré. Ce soir, Paulin Makaya est pris comme un otage à l'aéroport de Brazzaville. On l'a simplement empêché de voyager. Bon, si nous pensons que si vous avez libéré quelqu'un, vous lui avez donné toutes les autorisations nécessaires de vaquer à ses occupations, libre de sortir hors du Congo ou de voyager à l'intérieur du Congo, nous pensons que vous n'avez pas ce droit-là de priver ce citoyen congolais de sortir du territoire congolais. Nulle part nous avons vu ce genre de choses. Que vous soyez citoyen américain, canadien, français, qu'on vous empêche de sortir, surtout que vous n'avez plus de problèmes avec la justice, parce qu'il faut dire que, entre guillemets, si on considérait que Paulin Makaya avait des problèmes avec la justice, mais tous ces problèmes ont été résolus. Du fait qu'ils l'ont libéré, ils ont donné les autorisations nécessaires de circuler à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Mais nous en sommes surpris que l'homme qui voulait quitter le Congo pour rejoindre sa famille à Londres, une famille qu'il n'a plus jamais vue pendant peut-être plus de 3 ans, on l'empêche simplement de sortir, on lui demande une autorisation de sortir. L'autorisation de qui? De Sassou Denis. Mais Sassou se prend pour qui? Le propriétaire du Congo, c'est-à-dire celui le chef de l'entreprise. Le Congo lui appartient. Tout individu, tout citoyen congolais qui s'oppose à cette idéologie politique doit forcément aller prendre une autorisation auprès de Sassou. Mais démocrates du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, les supporters de Sassou, les fervents dignitaires du système France-Afrique, est-ce que vous voyez là que c'est normal? Est-ce que vous voyez là que c'est normal? Que parce que vous vous êtes opposé aux idéologies de Sassou, et que lui, il vous empêche, donc il va à l'encontre même de sa propre constitution. C'est-à-dire que les Congolais ne sont plus libres de circuler. Donc la circulation des personnes et des biens est confisquée par un groupe de gens dans ce système politique criminel au Congo-Brazzaville. Donc si vous aviez accepté que Paulin Makaya sorte de la prison, vous lui avez donné toutes les autorisations qui lui permet de sortir hors du territoire du Congo, et que aujourd'hui il veut sortir pour rejoindre sa famille et certainement aller faire un bilan médical, vous l'empêchez de sortir, vous lui demandez de présenter les autorisations, donc une autorisation venant du propriétaire du Congo. Donc Sassou, qui est désormais, on peut dire, le chef de colonie, et qui est le négrier blanc, que le Congo lui appartient, on peut dire le négrier noir, hein? Le négrier noir, donc le propriétaire du Congo, le propriétaire des Kanté, donc le peuple congolais est esclave d'un homme. Tant qu'il ne vous donne pas l'autorisation, vous n'êtes pas capable de sortir. Et cela est normal. Est-ce que cela est normal? À ceux qui soutiennent Sassou, à ceux qui continuent de, si vous voulez, de maintenir ce système, ce n'est pas normal.
Nous, en tant que peuple du Congo, nous devons nous battre à détruire ce genre d'attitude, de comportement, de caractère, de confisquer les libertés des gens, les libertés de circulation des personnes et des biens au Congo. Le Congo n'appartient pas au maître Sassou. Le Congo n'est pas la propriété de Sassou. Et Sassou, quelque part, il n'a pas de gêne. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est un animal, un brut. Mais si nous avons affaire à un brut, qu'est-ce qu'il faut faire? Un brut, il faut le buter. Si vous avez un animal qui détruit la vie des autres animaux, il faut buter cet animal-là. Donc on le dit, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, notre lutte est légitime quand nous faisons face à un homme qui nous empêche de s'exprimer, de circuler. Cet homme n'a plus sa place au Congo. Le Congo ne lui appartient pas. Trouvons des voies et moyens pour enlever cette gangrène qui est en train de miner le Congo et qui apporte la division, la séparation. Je dédie encore cette vidéo au général Jean-Marie Michel Mokoko. Depuis un certain temps, il est aux oubliettes. Plus personne ne parle de lui. Je pense que c'est au moment où jamais que nous devons comprendre que ceux qui prétendent être libres ne sont pas libres. Et encore, ceux qui sont en prison demeurent les prisonniers d'un homme, d'un clan, d'un système, d'une famille. Et le Congo ne peut être libéré que par nous-mêmes les Congolais, par notre propre effort. Je pense à Jacques Bananganzala, à Ali Mugongoka, à Jean Gwabi, à tous ceux-là que nous avons tendance à oublier les noms. Nous voulons dédier cette vidéo à eux. À toutes les victimes de ce système criminel et dictatorial, nous voulons dédier cette vidéo à eux. À nos jeunes de Chakona, paix à leur âme, nous dédions cette vidéo à eux. À Augustin Kalakala, nous dédions cette vidéo à eux. Peuple du Congo-Brazzaville, ceux qui sont au Congo sont en prison, ceux qui sont dans la diaspora sont aussi en prison, parce que ceux-là sont contrôlés, ceux-là aussi sont surveillés, ceux-là aussi sont menacés. Nous avons vu l'annonce de l'attaque à la personnalité de M. Karanda en France. Nous avons entendu les menaces de mort sur le général Mbaou. Mais nous sommes toujours cette diaspora qui est menacée, mais une diaspora qui vit toujours dans la division. Une diaspora qui ne bâtit pas des stratégies pour contre-attaquer. Qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin définitive à ce système criminel et dictatorial? Chers amis, démocrates africains, peuple congolais, le Congolais de la diaspora, les Congolais du Congo-Brazzaville, s'il vous plaît, mettons table rase à tout ce qui nous divise, à tout ce qui nous emmène dans des égaux. Pour un petit temps, on vous demande ça, s'il vous plaît, pour un petit temps. Unissons-nous pour bâtir une stratégie pour détruire ceux-là qui sont en train de nous empêcher la vie, ceux-là qui sont en train de nous menacer. Il faut que nous nous réunissons, nous bâtissons des stratégies et nous l'appliquons au plus vite. Nous sommes dans la décision de l'action. L'action, notre action consiste à toucher aux intégrités physiques de ce système, on peut dire des voyous de ce système. Il faut que nous puissions le faire le plus rapidement que possible. Et nous demandons les Congolais de la diaspora à nous joindre dans cette façon de penser les choses, parce que nous faisons face à l'ennemi qui n'hésite pas de terminer avec la vie de tout un chacun de nous dès qu'il aura l'opportunité. Alors, c'est à nous de bâtir des stratégies. Chers amis, le Congo, ce n'est pas qu'au nordiste, ce n'est pas qu'au sudiste, ce n'est pas à ceux-là qui vivent à l'est, à l'ouest. C'est un Congolais, c'est un Congo qui nous appartient à tous. Si aujourd'hui, Mokoko est menacé, Mokoko a de la famille, sa famille a des relations avec les Congolais de tous les horizons. Alors, unissons-nous pour mettre fin à cette dictature, parce que c'est une dictature de trop. Encore l'exemple que nous venons de voir ce soir d'un Paulin Makaya qui est libre, qui a toutes les autorisations de circuler à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui se retrouve coincé, prisonnier à l'aéroport, parce que le chef de canton, Sassou Denis, n'a pas donné l'autorisation. Parce que la famille criminelle du canton n'a pas donné l'autorisation. Alors, le Congo ne les appartient pas. Mouebara n'a jamais été un entrepreneur au Congo. Nguesso a été un pêcheur dans l'aliment. Et ils ne sont jamais venus avec la richesse du Congo. Tout ce que cette famille détient vient du Congo, la terre du Congo. Ils ont volé. À l'exemple de Claudia, que nous avons vu les informations circuler, sa fille Claudia, qu'on a
retrouvés à Roissy avec de l'argent du Congo. Vous voyez, pendant que le peuple congolais meurt, eux, ils sont en train d'exfiltrer l'argent du Congo, le cash du Congo, parce qu'ils se préparent à la chute. Chers amis militaires congolais, nous allons vous honorer dans un Congo nouveau. Alors on vous le dit, tous ces militaires-là qui s'alignent derrière Sassou n'auront pas leur place. Parce qu'on vous le dit, les cartes du monde sont en train de changer, le monde est en train de changer. Nous mettons notre main à Sassou et nous en sommes très convaincus que nous allons l'avoir. Voilà. Ça, c'était juste un message d'ouverture. C'était long, mais c'était nécessaire que nous puissions revenir sur ça. Nous avons tous suivi le président français Emmanuel Macron faire son discours de 44 minutes au stand de l'Assemblée générale des Nations Unies à la 73e session. Monsieur Macron s'est présenté comme celui qui devait défendre le multilatéralisme, les inégalités, et donc un homme qui prône les véritables valeurs de paix et de dialogue. Nous allons donc essayer ici dans ce direct de coordonner les paroles de M. Macron aux actes que pose la France en Afrique. Et nous allons donc voir si en réalité le parole ou les discours lus par M. Macron concordent avec la pratique sur le terrain. Parce que nous l'avons autrefois dit que l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une tribune où vous allez voir, tous les leaders viennent faire leur cinéma. Il y a de ceux qui montrent, qui bondissent leurs muscles, il y a de ceux qui viennent en réalité pour faire semblant. Rapidement, nous allons jouer en quelques dernières minutes du discours de M. Macron et nous allons donc venir avec quelques arguments après. Donc, voilà. Donc, on va jouer cette vidéo et on va écouter. Je sais, mes chers amis, que beaucoup peuvent être fatigués du multilatéralisme. Je sais que dans un monde où l'information s'entrechoque et où nous sommes en quelque sorte, de manière décomplexée, entrés dans une société du spectacle, où dire les pires choses consiste à être à la mode, à faire les nouvelles, que dénoncer les conséquences dont on a chéri les causes peut créer des succès d'estrade. Je sais que défendre la coopération et le multilatéralisme peut ne plus être à la mode. Alors ne soyons pas à la mode. Parce que nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être assis là. Parce que n'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons. Parce qu'ils ont été nourris par les succès d'estrade que nous applaudissons. Parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non, moi je ne m'y résous pas, parce que je viens d'un pays qui a porté ces déclarations qui nous font là, parce que je viens d'un pays qui se tient debout, qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses. Bon. Moi, je voulais que vous écoutiez cette section de vous-même. Comme vous le voyez, l'homme ne lisait plus son discours. Ça, c'est, on peut dire, c'est un aveu qui vient droit du cœur du président français, M. Emmanuel Macron. Il dit qu'il vient d'un pays qui a fait beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses. Mais quelles sont ces mauvaises choses, chers amis? Rapidement, parce que, chers amis, nous sommes ici pour vous présenter on va vous présenter quelques faits, les discours lus, et nous allons donc vous présenter. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Aussi ce que la France a fait, les quelques années, ce que la France a récemment fait. Mais ça ne va pas être dit par moi, ça va être dit par eux-mêmes les Français. Nous allons donc aller vous chercher une vidéo et vous allez donc reconnaître le monsieur qui va parler
c'est M. Jean-Luc Mélenchon. Rapidement, nous allons tourner la caméra et nous allons écouter ce que M. Jean-Luc Mélenchon va nous rappeler. Ce qui est très dur à entendre. Il faut que les peuples se libèrent eux-mêmes. Vous avez fait l'expérience du contraire en Libye. Vous avez fait, avant la Libye, vous avez fait l'expérience du contraire en Irak. D'accord? Vous avez expliqué la guerre juste, les armes de destruction massive et tous ces trucs bidons. Le résultat, c'est que c'est une guerre civile effroyable dans ce pays et que la démocratie n'a pas fait un mètre en avant. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le pays s'est quasiment tout détruit. Toutes les interventions, écoutez, c'est depuis la grande révolution de 1789, comme disait Robespierre, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Eh bien, tous ces gens sont des missionnaires armés. Et chaque fois qu'on fait ça, qu'on intervient militairement, le résultat est un désastre. Au Nord-Mali, par exemple, il faut intervenir ou... Vous voyez, le Nord-Mali, pourquoi y a-t-il un problème? Parce que nous avons fait la guerre en Libye dans des conditions telles que les armes se sont répandues de tous côtés. Eh bien, je vous redis qu'au Mali, il n'y a pas de solution militaire. Je vous le redis très tranquillement. Par conséquent, au Mali, ce qu'il faut faire, c'est la concertation nationale et des élections. C'est ça qu'il faut faire au Mali. C'est pas des coups d'État et des interventions militaires. Si vous faites une intervention militaire, si vous aidez les uns contre les autres, le résultat, il ne faut pas aider à éradiquer AQMI au Nord-Mali, selon vous. Parce que il faut faire des élections. Attendez, le Nord-Mali... Non, mais reprenez votre phrase d'une manière qui corresponde à un fait concret. Aider à quoi? Éradiquer AQMI. AQMI au Nord-Mali. Voilà, c'est ça. Alors, éradiquer AQMI, comment allons-nous faire? Nous allons envoyer des hélicoptères de combat, des troupes au sol. La France voudrait aider l'Union africaine à le faire. Voilà. Est-ce qu'il faut aider l'Union africaine à le faire? Oui, il faut aider l'Union africaine. Voilà. Mais nous n'avons pas, nous, à aller intervenir au sud de l'Algérie avec nos troupes. Et alors, comment on aide l'Union africaine? Pardon? Comment on aide la CEDEAO? Comment on aide l'Union africaine? La CEDEAO, c'est une brillante institution qui respire la démocratie, la franchise et le respect des droits de l'homme, mérite d'être aidée en effet. Non, la situation est la suivante. Les seuls militaires, parce que là on peut parler de choses concrètes au lieu de brasser des phrases en général, qui peut aller là-bas? Qui peut faire un travail politique et militaire qui tient à peu près la route avec les armées africaines? Qui peut le faire? Il n'y en a pas 52 pays. Le Nigeria et le Sénégal. Le Nigeria, ils sont anglophones. Bon, envoyer des troupes anglophones dans une zone francophone, il y a de vous pour trouver une idée pareille. Deuxième élément, qui pourrait y aller? Le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des troupes. C'est la seule armée réellement professionnelle et aguerrie. Que peut-elle faire? Que peut faire? Il ne peut pas parce qu'il y a les soldats de l'ONU au Sénégal sur la question de la Casamance. Alors que les Sénégalais sont nos frères et ne mériteraient pas tout ça. Mais bref, c'est eux qui ont demandé à être aidés pour résoudre le problème de la Casamance. Comme quoi, vous voyez qu'en Afrique, on est aussi capable d'avoir des positions ouvertes. Donc voilà, qui voulez-vous envoyer? Qui va-t-on envoyer là-bas? Allons. Il faut être sérieux un peu. Si c'est pour organiser une mêlée au nord du Mali, qui contamine toute la région, qui distribue des armes de tous les côtés, et qu'à la fin, nous, Français, on se retrouve englués jusqu'aux essieux dans quelque chose qui, par définition, sera ingérable, ce serait une erreur totale. En Afrique, il faut faire de la politique. Et chaque fois que nous avons fait autre chose, nous sommes allés à un désastre. Regardez ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Vous étiez tous à faire des sauts périlleux arrière, la démocratie, les droits de l'homme, c'était Gbagbo, l'abominable homme des neiges. D'accord, il est là-bas maintenant, au tribunal international. Des centaines de gens sont en prison, qui ne sont ni jugés, qui ne donnent lieu à aucune espèce de travail judiciaire. Le fils de Gbagbo, qui a pour unique motif d'inculpation qu'il est le fils de Gbagbo, cet homme n'a jamais eu aucune espèce d'activité politique, a été détenu pendant des mois et des mois dans une fosse. Et personne ne l'a défendu parce qu'il s'appelait Gbagbo. Qu'avons-nous fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous avons rétabli? Qu'est-ce que nous avons fait de si beau que ça vaille la peine qu'on s'en vante aujourd'hui? Rien. Eh bien maintenant, ça suffit. La politique à l'égard de l'Afrique, ça peut être que d'aider sans cesse à ce que l'on se parle, à ce qu'il y ait de la démocratie et à ce qu'on vote. Les Maliens, je vous le rappelle, ont été parmi les plus brillants après le grand discours de François Mitterrand à la Baule, quand partout on a commencé à établir la démocratie et le multipartidarisme. Eh bien, les Maliens ont été parmi les plus formidables, les plus exceptionnels. Donc, il ne faut pas douter des Maliens. Ils ont une aptitude à la démocratie et à la bonne compréhension. Alors, si demain, un gouvernement malien, avec ses propres armes, sa propre armée, sa propre légitimité fondée sur le vote des citoyens, prenez la décision d'aller faire la guerre à des troupes qui seraient arrivées d'un autre pays, armées par d'autres pays, ce serait une autre situation. Mais là,
Il s'agit, alors qu'on a un pouvoir brinque-ballant, d'aller implanter tout d'un coup nos armées en aidant je ne sais quel condottière du coin, mercenaires de toutes sortes que l'on rassemblerait, rameuterait, pour aller faire quoi, hein? Se battre contre, vous m'avez dit quoi, là, l'ACMI, le machin, c'est-à-dire quelques bandes armées qui sont là, qui prennent prétexte de l'islam pour se livrer à toutes sortes de banditisme, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il suffit de vous renseigner auprès des musulmans, tout ça est une honte. Donc commençons par rétablir, aider les Maliens à se redonner un État, une armée et une démocratie, et ils seront capables de régler eux-mêmes les problèmes. Bon, voilà. Vous venez là de voir un exemple des échecs que la France a eu à faire. Des crimes commis par la France en Afrique. La France simplement a pris en otage l'Afrique, mais cette même France se présente au niveau des Nations Unies comme un pays qui prône les valeurs de paix, les valeurs de démocratie et les valeurs de liberté. Ça c'est l'exemple ivoirien qu'on a signé, on a signalé. On parle ici au Mali, mais l'exemple qu'on n'a pas pris ici, c'est l'exemple du Congo-Brazzaville. L'intervention directe de la France au niveau du Congo-Brazzaville, éventuellement le coup d'État que la France a organisé pour remettre le pouvoir à Sassou Nguesso qui aujourd'hui qui devient l'épine dans la vie de tous les Congolais. Oui, chers amis. Organisé par Chirac, toute la classe politique, les économistes, les financiers de la France pour ramener, si vous voulez, Sassou Nguesso au pouvoir. Et chers amis, comme vous le voyez, nous sommes dans un direct. Il va falloir que, comme nous faisons ce genre d'allégations, il faut que nous venions parfois avec quelques preuves. On va essayer de voir si on va essayer de retrouver une petite preuve ici. Je ne sais pas si je serai capable. Bon, pas celui-là. Ça, c'est une preuve, par exemple, que nous avons essayé de voir. Bon, voilà, pas celui-là. Je vais simplement retrouver le journal des auditeurs réalisé par M. Laloupo. Au journal des auditeurs, là où on nous témoigne ce que Chirac a eu à dire à Pascal Lissouba. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais en réalité, je crois que nous avons déjà diffusé ça dans nos vidéos précédentes. Je ne crois pas que je vais retrouver ça, je n'ai pas envie de passer le temps. Mais allez regarder les vidéos précédentes que nous avons eu à faire. Nous avons intitulé les crimes de la France et son paresseux joker. Hein. Je crois que comme ça, allez-y sur YouTube, vous allez retrouver ça. Les crimes de la France et son paresseux joker. Je crois que son paresseux joker, vous allez retrouver ce que nous disons. Bon, les crimes du Congo-Brazzaville organisés par la France. Nous avons vu le génocide au Rwanda bien perpétré par des Français, vous voyez, chers amis. Et aujourd'hui encore, les tout derniers crimes que nous venons de voir, les crimes qui se sont commis au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire les crimes nés déjà de l'après l'élection présidentielle, qui ne veut pas avoir lieu parce que c'est toujours cette même France qui donne les autorisations de Sassou Nguesso. En le supportant pleinement, qui le fait, c'est François Hollande, président de la France en exercice, qui lui donne toutes les autorisations nécessaires. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou a déroulé toute sa machine criminelle de massacre, de tuer, et personne n'a jamais rien dit. Mais comment la France protège Sassou? Mais le chargé militaire de la France l'a dit, nous avons déjà passé une vidéo là-dessus. Dans l'une des vidéos, il dit qu'il a reçu des instructions fermes du président français, donc de Emmanuel Macron, pour travailler avec Sassou pour assurer la protection de Sassou. Vous voyez, chers amis. Et encore, son ambassadeur, Bertrand Kocheri, qui est au Congo, qui dit qu'ils vont travailler, ils vont faire de tout leur mieux pour pouvoir supporter Sassou pour qu'il signe avec le Fonds monétaire international. Et ces coopérations que Bertrand Kocheri fait, des rencontres en France, là où il organise des réunions avec des financiers pour qu'ils viennent en aide à Sassou. Encore Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, et qui d'ailleurs à Brazzaville a traité Sassou de passager clandestin, mais simplement à la fin il promet donc de proposer 135 millions d'euros pour que Sassou signe avec le Fonds monétaire international, tout en sachant que Sassou a volé l'argent, que l'argent du Congo a transité
par des Français. Déjà, on peut vous dire, l'un des patrons français d'une banque française au Congo, qui a permis à ce système d'exfiltrer l'argent du Congo, a simplement été retrouvé mort par accident d'un aéronef au niveau de Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis, donc, un homme ne meurt pas comme ça, de cette dimension-là ne meurt pas comme ça, par un accident ce jour-là. Vous voyez qu'il faut simplement éliminer des gens pour effacer toutes les traces nécessaires. Donc vous voyez que, chers amis, les crimes de la France sont énormes. Mais encore un crime qui continue à se perpétrer. Éventuellement, le franc CFA qui demeure le crime odieux aux yeux du monde entier. Mais vous voyez que quand M. Macron vient présenter ce genre de discours comme défenseur du multilatéralisme, défenseur des inégalités, défenseur du dialogue, il veut un monde meilleur, mais aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron va à l'encontre de celui du président américain. Mais il faut le dire, il faut rappeler ici à la France que ce sont les Américains qui supportent la France. Hein, parce que si aujourd'hui les Américains retirent le support qu'ils ont apporté à la France, aujourd'hui nous pensons que la France ne sera plus capable de continuer à maintenir les pays africains en étau avec cette affaire du franc CFA, qui est simplement un crime organisé. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, nous venons là de rappeler les quelques crimes, vous pouviez les lister, le comportement de la France, donc les aveux d'Emmanuel Macron, il vient d'un pays qui a commis beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de crimes, mais un pays qui arrive toujours à s'en sortir. Mais nous nous disons comment ce pays-là arrive à s'en sortir avec tous ces tas de crimes, mais généralement la plupart du temps, toutes ces actions sont faites en Afrique, donc sur les terres noires où on brûle les cartes, où on peut massacrer comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, et on se cache derrière les lois, et on bondit donc son droit de veto pour se protéger. Vous voyez, chers amis, c'est cela que la France fait. Et donc nous voyons que pour Emmanuel Macron, à la fin de son discours, il ne lisait quasiment plus le papier, donc ce sont des aveux qui sortent droit de son cœur. Et nous voyons encore le colonialisme, la traite négrière. Il y a plusieurs photos qui circulent ces derniers temps où les colonies étaient devenues, comme on peut dire, des lieux du sexe, où les maîtres colons prenaient des femmes, exhibaient les femmes, faisaient tout ce qu'ils faisaient en public. Plein de tas de photos qui se font, mais tout ça sont des crimes que la France n'a jamais reconnus, que la France n'a jamais demandé pardon. Vous voyez, chers amis, donc ça ne sert pas qu'on vienne bomber la poitrine à la tribune des Nations Unies pour dire que vous êtes l'exemple, vous ne l'êtes pas. Hein, vous ne l'êtes pas, on vous le dit, M. Emmanuel Macron. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Nous sommes à l'étape de l'esprit, on n'a plus peur de le dire et on vous le dit, ça ne sert pas de battre la poitrine. Vous n'êtes pas supérieur à nous. Hein. Et donc, il est temps que vous arrêtez le cinéma que vous faites au niveau des Nations Unies. Voilà. Maintenant, chers amis, nous avons recensé quelques points essentiels. Hein. Nous allons, permettez-nous de lire quelques lignes, parce que ça c'est très intéressant. Il dit, nous sommes tous et toutes ici les héritiers d'un formidable espoir, celui de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Bon, ça encore c'est discutable, voilà. De construire un ordre international fondé sur le droit, le respect de la parole donnée. Bon, cette parole donnée, on l'a donnée à qui? Je crois que quand on donne une parole, que vous êtes indépendant totalement, indépendant politique, économique, militaire, ainsi de suite. Mais quand vous dites le droit, le respect de la parole donnée, mais cette parole donnée, en réalité, est dans quelque part, il y a des points d'ombre où on vous dit que vous êtes indépendant, mais vous ne l'êtes pas. Et on contrôle votre argent. Et vous déversez quasiment, on peut dire, la moitié de vos richesses nationales comme garantie que vous continuez d'avoir le franc CFA. Et en plus, on vous impose des multinationales. Ces multinationales-là qui pillent vos économies, qui ne contribuent même pas à construire même un hôpital dans vos États. Le cas du Congo-Brazzaville, demandez aux Congolais si Total a déjà construit un hôpital où les Congolais partent se soigner. Si ce n'est qu'une petite clinique qu'ils ont pour les agents Total. Demandez à ENI, au Congo, s'ils ont déjà construit au moins une école publique aux normes internationales. Ils n'ont jamais fait, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, une farce d'indépendance où on continue de vous piller, de vous manipuler, de vous dicter les hommes et qui vous contrôlent et de protéger les crimes commis par ces hommes. Et bien sûr,
Ces crimes sont dictés par l'État-mère qui est la France qui contre tous ces gens. La plupart des gens qui dirigent les États africains, on peut dire 99% des pays francophones, ont étudié en France ou ont étudié dans le système russe et après ramenés par la France. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit, chers amis, le respect, quand vous parlez, construire un ordre international fondé sur le droit, le respect de la parole donnée. Alors, nous, en tant que jeunes Africains, nous ne voyons pas ça. Certainement que vous confondez des générations et vous confondez des moments, on veut le rappeler au président français, c'est sans rancune pour les Français. Nous sommes au 21e siècle, c'est-à-dire un monde où, avec un clic, tout le monde entier est au courant de ce que vous êtes en train de faire. Donc ce qui la France fait, même si on veut le dévoiler derrière une diplomatie de face, ce que nous avions l'habitude d'appeler la diplomatie à deux vitesses, alors les Africains sont réellement au courant de ce qui est en train de se passer, surtout pour la France, de se passer en Afrique. Bon voilà, il dit de faire avancer l'humanité vers un progrès économique, social, moral, dans une liberté toujours plus assurée. En réalité, nous ne voyons pas cette liberté assurée pour les peuples africains, même les peuples autochtones d'Amérique du Sud. Vous voyez, chers amis, parce qu'il y a toujours ce pouvoir économique qui est là, géré par des institutions. Après la Première Guerre mondiale, tout le monde a profité. Éventuellement, ils ont créé des petits clubs, des amis, des pays qui sont là comme des pays qui déversent des prêts aux pays africains, en leur empêchant de pouvoir s'acquérir de l'industrialisation avancée de l'économie ou encore de l'éducation avancée. Vous voyez, chers amis. Et quand on nous parle des transferts de technologies, on tient encore à le rappeler, il n'y en aura pas. Les transferts de technologies se feront à travers vos diasporas. Mais encore là, il faut que vous ayez des gouvernements conscients et sérieux qui pensent à pouvoir ramener cette diaspora dans ces pays pour faire avancer l'Afrique. On le dit, l'Afrique détient toute la richesse du monde entier, mais les Africains ne profitent pas de cette richesse. Ceux qui profitent de cette richesse, ce sont des nations, des grandes puissances. On va continuer, chers amis. Il dit, et nous avons eu des résultats. Les droits de l'homme se sont diffusés, le commerce et la prospérité se sont développés, la pauvreté a reculé. En tout cas, à ce que je sache, la pauvreté n'a pas reculé. Si nous essayons de regarder, en France, d'ailleurs même dans votre propre pays, le taux de chômage est quasiment plus de 10%, le taux de chômage. Donc la pauvreté n'a pas reculé. Le nombre de gens qui perdent de l'emploi en France a augmenté. Le chômage a beaucoup augmenté. Vous voyez, chers amis. Donc la jeunesse qui manque d'emploi en France, ça a beaucoup augmenté. Donc on ne peut pas venir ici narguer vos citoyens, narguer ses citoyens, narguer la jeunesse du monde entier pour dire la pauvreté a reculé. La pauvreté a certainement reculé dans certains États, mais en tout cas, pour le moment, en France, on ne voit pas cette pauvreté reculer, surtout encore l'Afrique qui est gérée par les multinationales. Ici, nous voulons parler la plupart du temps de l'Afrique francophone, gérée par la France, où nous avons toute une kyriade des multinationales revenant de la France. En tout cas, là-bas, nous le disons haut et fort que la pauvreté ne fait qu'augmenter et s'empirer, surtout que vous avez maintenu en place des dictateurs dans ces États africains. Bon, voilà. Donc il dit, c'est cela notre acquis des dernières décennies. Mais en tout cas, on vous le dit, les dernières décennies, vous avez échoué à votre ordre mondial parce que cet ordre mondial n'a pas profité à la jeunesse, a profité plutôt aux plus riches de continuer à devenir riches sous le dos des plus faibles. Vous avez continué à piétiner, à damer sur les plus faibles. C'est ça la réalité. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès au stand des Nations Unies pour pouvoir le dire, il faut déjà le dire que si vous avez suivi les discours de tous les chefs d'État, parce que, chers amis, chaque soir quand je rentre, je passe mon temps à suivre les discours de tous ces chefs d'État du monde qui sont là à la tête, des chefs d'État et des gouvernements qui sont là aux Nations Unies. Je suis tout. Parce que c'est cela aussi. Suivre ce que les autres disent. J'ai suivi le président Erdogan. Le président Erdogan de la Turquie, il a fait une proposition. Et il a dit, il propose donc une organisation des Nations Unies de la jeunesse, dont le siège sera à Istanbul. Et lui se propose même de donner le siège, donc de donner les conditions administratives pour que la jeunesse du monde se réunisse pour discuter des problèmes de la jeunesse du monde. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui,
tous ces vieux gourous qui dirigent les États, ben, ils ne dirigent que dans leur sphère de génération. Pour eux, ils s'en foutent éperdument de la jeunesse. On ne crée aucune richesse pour la jeunesse. On prépare les conditions de vie pour eux, les conditions de retraite pour eux. Et pendant ce temps, la jeunesse va se démerder à sa manière. Vous voyez, chers amis. Donc c'est à travers une assemblée, une organisation des Nations Unies de la jeunesse proposée par le président Erdogan que tous les jeunes du monde vont commencer à traiter les problèmes de la jeunesse. Moi, j'ai vu que c'était un argument avancé et poussé. C'est un argument qui, aujourd'hui, va permettre aux jeunes de réellement de s'ouvrir les yeux, des sociétés civiles, de s'organiser, à mener sur la table des problèmes qui partent de la jeunesse. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, on peut dire que sur la population planétaire, 99% de cette population représente la jeunesse. On peut dire une population qui varie dans l'échelle de 15 ans à 45 ans. 99, certainement, c'est ce groupe de la population que nous sommes en train de voir. Mais si nous avons des décisions politiques qui sont limitées dans une sphère de génération dépassée et qui ne pensent pas à cette jeunesse, alors nous sommes là en train de nous préparer avec une bulle qui va s'exploser, c'est-à-dire une jeunesse qui va devenir véritablement une machine de destruction. Donc, véritablement des jeunes qui vont simplement se lancer dans des groupes de banditisme. Et ça ne sera pas particulier à un État quelconque, mais ça sera mondial. Vous voyez, chers amis. Donc, nous pensons que la décision, cette proposition du président Erdogan d'une organisation des Nations Unies de la jeunesse, personnellement, j'ai vu que c'était une très bonne idée, hein, chers amis, c'est une très bonne idée, là où les jeunes peuvent se permettre de discuter des problèmes de la jeunesse, de leur futur correctement. Prenons par exemple aujourd'hui le cas de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, l'âge moyen des présidents africains varie entre, on peut dire, entre 45 ans et 90 ans. Vous voyez, chers amis, ces gens-là vont vous emmener où? Ils vont vous emmener droit dans la tombe, comme l'avait dit l'homme d'affaires Mo Ibrahim. Hein, Mo Ibrahim, c'est un homme d'affaires soudanais qui a fait une fortune dans la télécommunication. Il a dit que si vous êtes dirigé par des vieux pareils, mais ils ne vont jamais penser à cette jeunesse africaine, il dirige l'Afrique droit dans la tombe. Il dirige cette jeunesse droit dans la tombe. Parce qu'il ne pensera jamais pour vous. Le cas aujourd'hui, nous sommes en train de le voir avec des gens comme Paul Biya, avec des gens comme des Sassou Denis, qui ne pensent qu'à eux. Paul Biya qui passe 99% de son temps en Suisse pour ses soins, sa vie. Vous voyez, chers amis? Donc sa vie n'est plus pour les jeunes Camerounais. Sassou Denis qui est en train de massacrer la jeunesse du Congo, sa vie, ce n'est pas pour la jeunesse. Vous voyez, chers amis? Donc on nous dit, l'idée du président Erdogan, je l'ai appréciée et nous pensons que c'est une bonne idée pour toute la jeunesse africaine. Bon, voilà. Donc, rapidement, chers amis, si vous êtes fatigués, vous pouvez aller dormir. Parce que nous nous sommes dit de décrypter ce discours-là, point par point. Donc, pour ceux qui sont fatigués, nous ne sommes pas là pour attirer le monde qui vient à nous, mais nous sommes là pour dire la vérité. C'est-à-dire que quand nous sommes à l'étape de l'esprit, on dit la vérité en face de l'homme. Mais c'est sans rancune. Nous sommes en train de le dire comme ça. Voilà. Bon, voilà, donc il dit que cependant, nous devons regarder avec lucidité le moment que nous traversons. Nous vivons aujourd'hui une crise profonde de l'ordre international, libéral, westphalien, que le monde n'a jamais connue. Mais ça c'est clair, Et cette crise, elle est causée par qui? Pour nous, les Africains, la crise, elle est causée par la France. La France qui vient piller nos minerais, qui vient piller tout ce que nous avons, et qui impose les dirigeants en Afrique. L'Afrique, la France qui vient organiser les coups d'État, la France qui vient armer des clans en Afrique. C'est ça la réalité. Pour nous, l'Afrique, cette crise profonde pour l'Afrique vient de la France. Si la France aujourd'hui se décide de se retirer de l'Afrique, de ne plus supporter les dictateurs, vous allez voir que l'Afrique n'a plus besoin de vos aides au développement. L'Afrique n'a plus besoin de l'Occident. L'Afrique va se démarquer. L'Afrique certainement aura besoin de l'Occident dans les coopérations bilatérales, ou multilatéral. Notamment, vous venez, vous nous donnez la technologie, nous vous donnons telle matière première à tel pourcentage. Ça sera des contrats que les populations se verront, que les actions se feront. Nous avons signé un contrat avec Total, mais nous avons vu le changement des routes, le changement des conditions routières à Pointe-Noire. Nous avons vu le changement dans le système éducatif. Nous avons vu qu'il n'y a plus de poubelles dans la ville. Bâtir des programmes qui permettra par exemple de pouvoir aménager la ville de Pointe-Noire, éventuellement les états des ordures de la ville de Pointe-Noire, créer des stratégies
pour pouvoir nettoyer l'assainissement des villes. Ça, Total s'en fout. Ce qui est plus important à Total, c'est de pomper l'huile, pomper le gaz. Et c'est cela. La vie des populations, ils n'ont rien à cirer. Et nous condamnons cette forme de voir les choses. Voilà. Donc, la crise profonde, pour nous, en Afrique, elle est causée par l'Afrique. Elle est causée par des multinationales. Des multinationales qui n'apportent pas dans la vie des populations. Des multinationales qui ne comptent que sur des intérêts. Parce que le véritable partenariat, c'est le partenariat des échanges. Vous prenez, mais vous essayez d'aider les populations à avancer et à construire. Maintenant, il dit d'abord, car il a échoué pour partir se régulariser lui-même. Il dit, ces dérives économiques, financières, environnementales et climatiques n'ont pas trouvé de réponse encore à la hauteur à ce jour. Bon, ça c'est clair. C'est l'Occident qui pollue le climat, c'est l'Occident qui pollue l'environnement. Mais la plupart des temps, qui sont ceux qui payent le prix, ce sont les plus démunis, ce sont les pays qui n'ont pas les moyens de s'attaquer à des défauts climatiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tous ces problèmes qui sont en train de se passer au niveau de la zone du Sahel, la destruction des forêts, l'agriculture ne fonctionne pas, par exemple, toutes les populations qui vivent autour du lac Tchad. Et nous sommes en train de voir, on nous parle de rétrécissement de la surface du lac Tchad, mais dans la surface du lac Tchad, nous essayons de regarder les activités qui sont tout autour, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a toutes sortes d'activités, mais tout ce monde-là dépend de ces eaux. Mais du moment où le climat est affecté, pollué par les pays industrialisés, donc des grands pays, ce sont les plus démunis qui sont en train de payer le prix. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Au lieu d'apporter des véritables solutions, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, pour eux, ils se disent, bon, comme la région du bassin du fleuve Congo a beaucoup d'eau, il faut donc prendre cette eau, les déverser au niveau du bassin du lac Tchad. Mais ça, c'est prendre un problème qui appartient dans une zone particulière et le ramener dans une autre zone. En réalité, vous n'apportez pas la solution. Le déversement de l'eau que vous voulez prendre par le bassin du fleuve Congo, mais il y aura des conséquences sur l'écosystème, sur les populations, même sur la faune. Oui, chers amis. Donc, tout le monde sera affecté. Donc, en réalité, vous n'allez pas là apporter la solution. La véritable solution, c'est de contrôler votre consommation. Éventuellement, de pouvoir apporter votre contribution économique, ou des contributions économiques, des récompenses auprès de ces populations. Peut-être qu'ils trouveront d'autres moyens. Et aussi, une autre solution est, par exemple, de passer, mettre en place des véritables stratégies de désalinisation de l'eau de mer, par exemple au niveau du pôle de Douala, et qui est à quelques kilomètres du bassin de lac Tchad, et verser donc de l'eau douce dans ces zones, au lieu de prendre un problème où il y a déjà des situations d'eau au niveau du bassin de lac Tchad, mais vous voulez prélever des eaux pour créer d'autres problèmes. Donc vous voyez que nous sommes là en train d'essayer de provoquer ce que nous appelons des tensions régionales. D'ailleurs, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, comme nous avons dit, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y, regardez, chers amis, retrouvez cette vidéo sur YouTube, vous allez comprendre les véritables enjeux que nous avons expliqués de ces problèmes climatiques dont on nous fait état ici. Voilà. Bon, voilà. Il dit ensuite, parce que notre capacité collective à apporter une réponse aux crises est encore trop souvent entravée par des divisions au Conseil de sécurité. Mais, chers amis, ça c'est sûr, parce que vous avez plus de 92 pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Plus de 90 pays. Mais il y a seulement 5 États qui ont les droits de veto au niveau des Nations Unies. Mais c'est comme un peu une dictature, vous voyez, chers amis. Ces 5 États, s'ils ne sont pas d'accord, ils imposent leur veto, cette décision est mise à côté. Voilà pourquoi vous voyez que la France, dans ce qui concerne la France protège les crimes des chefs d'État, entre guillemets, qu'eux ils supportent. Le génocide récemment que Sassou venait de créer pendant 2 ans dans le département de Poul, en rasant les populations, en détruisant tout ce département. C'est un génocide, chers amis. Mais la France ne veut pas entendre parler de l'expression génocide. Aucune résolution n'est passée à la table du Conseil de sécurité sur ce génocide-là. Génocide des Congos. Il faut le dire que Sassou a déjà fait un autre génocide. Celui de Ikonongo, quand il était à la recherche de Pieronga, donc le génocide des Kouyou. Ça n'a jamais fait état au niveau de la table du Conseil de sécurité. Parce que la France veto ça. La France,
C'est d'ailleurs même la France qui rédige toute résolution revenant de l'Afrique francophone sur la table du Conseil de sécurité. Mais c'est faux, chers amis. C'est de la dictature simple et pure. Donc vous voyez que le Conseil de sécurité, nous avons toujours dit que ce Conseil de sécurité, c'est de la dictature. Nous ne sommes plus à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les choses ont évolué. Il faut que les Nations Unies viennent avec une nouvelle formule. Le président Erdogan, encore de la Turquie, a fait une proposition. Il demande un droit de veto ou un conseil de sécurité de rotation. C'est-à-dire, 5 pays aujourd'hui vont prendre le droit de veto, ils vont siéger au Conseil, ils vont être les États avec le droit de veto siégeant au Conseil de sécurité pendant une certaine période. Et après, c'est d'autres pays qui viennent. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Si on vient en réalité, on se dit que les pays sont égaux, ce sont les mêmes lois internationales qui sont régies pour ces États, et donc l'ONU appartient à tous ces pays, et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Vous voyez, chers amis, nous pensons que cette proposition de rotation sur le droit de veto au Conseil de sécurité serait la bienvenue. Ça donnerait la chance à tous ces États-là. Et ça permettrait mieux de régler les problèmes du monde. Au lieu que ce problème-là, ce droit de veto se limite à 5 États qui usent de leur pouvoir. Vous voyez, par exemple, pour le cas du Congo-Brazzaville, rien n'est dit au Conseil de sécurité. Pour la Syrie, c'est la Russie qui vient donner le veto. Pour des problèmes en Israël, ce sont les Américains qui donnent le veto ou les Français, ainsi de suite. Comme ça, le monde ne peut pas être équilibré. Le Conseil de sécurité, en ce moment-là, va donc devenir un cercle où des pays les plus puissants viennent mener leur cirque et parlent de ce qu'ils veulent. Vous voyez, chers amis. Notre organisation est trop souvent réduite à explorer des violations des droits qu'elle s'était jurée de garantir. Mais ça c'est normal, chers amis. Il y a des droits qui sont là, mais le droit est respecté par un certain nombre de pays, d'autres ne les respectent pas. Et les pays qui ne respectent pas les droits ou les lois, la loi internationale, sont protégés par des pays qui détiennent le droit de veto. Alors l'organisation ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon. Nous pensons qu'il faut des véritables révolutions, il faut des véritables réformes au niveau des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Bon, il dit, 70 ans après l'adoption par cette assemblée à Paris de la Déclaration des droits de l'homme, un relativisme culturel, historique et religieux conteste aujourd'hui le fondement de cette universalité. Ça c'est bien normal, nous venons d'expliquer ça. Né d'une espérance, l'ONU peut devenir, comme la Société des Nations qui l'a précédée, le symbole d'une impuissance. Mais l'ONU est déjà le symbole d'une impuissance, chers amis. Regardez les échecs de l'ONU. Au Rwanda, présence des casques bleus, mais le génocide a eu lieu. En République démocratique du Congo, plus de 20 ans que les forces onusiennes sont en République démocratique du Congo. Plus de 20 ans, ils sont là. Rien, il n'y a pas de changement. On continue de massacrer des Congolais au niveau de l'Est. Ça, c'est pas sérieux, ça. Plus de 8 millions de morts. Des femmes, des milliers et des femmes violées, des enfants mutilés. Mais ça, c'est pas normal. Alors que vous avez la plus grande force onusienne qui n'a jamais existé dans le monde au niveau de la République démocratique du Congo. Prenons la Côte d'Ivoire, l'ONU ici. C'est encore là une catastrophe. Vous voyez, l'ONU qui se range du côté des groupes qui se disputent. Et donc favorise un groupe à prendre le pouvoir et protège ces gens-là. Aujourd'hui, les victimes sont aujourd'hui à la Cour pénale internationale de justice, que d'ailleurs même le président Trump a simplement boudé de la légitimité. Vous voyez, chers amis, on peut citer le cas de la République centrafricaine. L'ONU a envoyé des troupes, mais c'est du fiasco, il y a toujours le scandale. N'eût été l'arrivée des Russes, aujourd'hui, la République centrafricaine va continuer à devenir une poudrière. C'est ça la réalité. Nous sommes là en train de donner des exemples les plus récents. Et là, nous venons là encore de voir, les forces onusiennes sont parties au Mali, bien sûr, avec des Canadiens à l'intérieur aujourd'hui qui essaient d'assurer l'intervention aérienne. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, l'ONU, c'est devenu comme la Société des Nations. Mais vous connaissez les déboires de la Société des Nations. Allez-y regarder. Au sorti de la guerre, on a accusé l'Allemagne de tout. Et qu'on a demandé à l'Allemagne de payer toutes les réparations de guerre. Donc, allez-y dans l'histoire, allez regarder les déboires, faites la comparaison entre la Société des Nations, qui s'est transformée aujourd'hui en l'Organisation des Nations Unies, et l'Organisation des Nations Unies actuelle. Vous allez voir que ce sont là les mêmes problèmes que nous avons,
les échecs partout. L'ONU n'a jamais réussi aucune opération au monde. Aucune opération. Et ça, on le dit, chers amis. Allez-y, regardez et venez nous apporter la contradiction. Donc, nous dirigeants, nous sommes tout à fait d'accord avec ces propos de M. Emmanuel Macron, le président de la République de France, quand il dit l'ONU peut aujourd'hui devenir, comme la Société des Nations, le symbole d'une impuissance. Et nous vivons là une impuissance. Mais pourquoi nous vivons une impuissance? Parce que nous avons des pays les plus puissants qui usent de leur puissance pour pouvoir empêcher en réalité l'ONU de fonctionner. Sinon, les lois sont là. Il suffit que les hommes, s'il vous plaît, respectent ces lois et nous allons penser que nous allons continuer d'avancer. Voilà. Donc il dit, nul n'est besoin de chercher les responsabilités de ce délitement. Il a raison, parce qu'il dit encore, ils sont ici dans cette assemblée, ils prennent la parole aujourd'hui. Les responsables, ce sont les dirigeants que nous sommes. Bon, tout à fait, il faut le dire que Emmanuel Macron, là, il a raison. Vous voyez, chers amis, nous ne sommes pas des gens qui viennent simplement critiquer. Hein. On va critiquer Emmanuel Macron, mais vous voyez que là, nous sommes en train de lui donner des points. Hein. Éventuellement, les conflits que nous sommes en train de voir autour du monde, il y a bien des gens qui prennent des décisions. Et ces gens-là, la plupart du temps, ce sont ces chefs d'État, ces diplomates, ceux-là qui croient être les plus intellectuels. Et la plupart d'eux étaient là, sont là même à l'Assemblée, parce que ça va continuer jusqu'au 1er octobre. Oui, chers amis. Donc si ces hommes-là étaient des hommes capables, des hommes humanistes, hein, capables d'apporter des solutions, aujourd'hui, nous n'arriverons pas à ce genre de catastrophe. Donc là, nous pouvons dire que M. Emmanuel Macron a raison. Voilà. Ah, maintenant, il dit ceci. Hein, ça, c'est là où j'ai trouvé quand même très intéressant. Il dit, à partir de ce constat, 3 grandes voies se présentent au fond devant nous. La première voie, c'est celle de penser qu'il s'agit d'un moment, d'une parenthèse dans l'histoire avant le retour à la normale. Il dit, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que nous traversons une crise d'efficacité et de principe de notre ordre mondial contemporain, qui ne pourra plus retrouver ses repères et son fonctionnement d'avant. Bon, en réalité, il a raison. Hein? Quand vous créez le dégât, parce que c'est toujours mieux de prévenir un dégât que de le créer et puis chercher des solutions. Nous avons vu Sassou qui a voulu se cantonner au pouvoir, il a créé le dégât dans le département du Pôle, il a brisé tout le département. Mais c'est quasiment impossible de revenir. C'est-à-dire, vous connaissez le principe de l'irréversibilité, hein, chers amis. Nous avons déjà expliqué ce principe dans l'un des directs, de nos directs, le principe de l'irréversibilité. Quand une machine fonctionne, cette machine perd de l'énergie. Donc, en réalité, vous ne pouvez jamais avoir la capacité maximum de cette machine. Et cette machine ne peut plus jamais revenir à l'état initial, c'est-à-dire qu'avec toute sa structure de performance à l'initial, c'est-à-dire que quand cette machine est sortie de l'usine, prenons le cas de votre voiture que vous achetez aujourd'hui, dès que vous mettez la voiture en route, mais la dépréciation de la voiture commence déjà à l'instant où vous avez commencé à rouler la voiture. Donc, si vous voulez revendre cette voiture, vous ne pouvez plus la revendre au prix d'achat. Vous voyez, chers amis. Et c'est comme l'être humain, nous naissons, nous grandissons, nous ne pouvons plus jamais revenir des vieux, des jeunes, des bébés, jusqu'à ce que nous vieillissons ou jusqu'à la mort. Vous voyez, chers amis, c'est le principe de l'irréversibilité ici. Si vous détruisez l'humanité, vous créez des catastrophes, c'est difficile de réparer, parce que pour réparer, la réparation a toujours demandé beaucoup de moyens. Pour aujourd'hui réparer le département du Pôle, il faut qu'il y ait des Congolais conscients, qu'il y ait vraiment, chers amis, une réconciliation nationale pour reconstruire le Congo. Sassou aujourd'hui qui a pillé tout l'argent du Congo, surtout dans les paradis fiscaux, que les paradis fiscaux refusent maintenant, même à ceux-là qui ont injecté de l'argent, de retirer de l'argent. Le cas de Jean-Jacques Bouya, qui voulait aller récupérer les 21 milliards de dollars, c'est pas millions de dollars, en Chine, que les Chinois ont dit non. Mais pourtant, c'est de l'argent du Congo qui est là. Le principe de l'irréversibilité. Quand vous volez, vous allez cacher quelque part, mais l'Occident va fonctionner avec cet argent. Le pays que vous avez investi fonctionne avec cet argent. Du moment où vous voulez le retirer, en un coup, ils ne peuvent pas parce que ça va créer un déséquilibre financier. Et c'est cela que vous avez vu que toutes les dictatures qui ont pillé les fonds de leurs États, qui sont allés investir à l'extérieur, aujourd'hui n'ont jamais plus récupéré. Le cas de Mobutu, le cas de Bokassa, peuvent en témoigner. Donc on le dit pour Sassou,
c'est peine perdue. Pour Denis Christel, c'est peine perdue. Tu ne seras certainement président du Congo, mais on vous le dit, tout l'argent que vous avez volé du Congo, vous êtes allé donner ça dans ces paradis fiscaux, dans ces pays-là, parce que vous ne récupérez plus jamais cet argent, parce que ça fait partie du principe de l'irréversibilité. Si vous récupérez, ça va créer un déséquilibre financier, et ces pays-là n'accepteront pas ce déséquilibre financier. Donc, vous voyez, chers amis, donc, nous pensons que ce que M. Macron a dit sur la première voie, peut-être possible, hein, peut-être possible. Et il dit, le moment que nous vivons n'est pas une parenthèse. Il exprime nos propres insuffisances passées. C'est ça en réalité. Maintenant, chers amis, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est sa deuxième voie qu'il a proposée. Il dit, la deuxième voie, ça serait celle de la loi du plus fort. C'est la tentation pour chacun de suivre sa propre loi. Cette voie, je l'affirme ici, celle de l'unilatéralisme. Vous voyez, chers amis, donc, M. Emmanuel Macron est venu ici, en réalité, être, si vous voulez, l'avocat du multilatéralisme, l'homme qui condamne l'unilatéralisme. Vous voyez, la loi du plus fort, c'est comme ça que lui, il a défini ça. Elle nous conduit directement au repli et au conflit, à la confrontation généralisée de tous contre tous, au détriment de chacun, même de celui en termes qui se croit le plus fort. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais tout à l'heure, nous allons expliquer. Laissez-moi terminer cette paragraphe. Il dit, la responsabilité de la paix ne se délègue pas, ne se refuse pas, ne se préempte pas. Elle s'exerce collectivement. Et la loi du plus fort ne protège aucun peuple contre quelque menace que ce soit, qu'elle soit chimique, nucléaire. Bravo, monsieur Emmanuel Macron. J'ai vraiment aimé cette sensation que vous avez eue, la loi du plus fort, cette voix que tu venais de présenter au monde entier. Mais c'est cette voix du plus fort que vous-même vous êtes en train d'appliquer, que la France applique, la loi du plus fort. L'Afrique m'appartient, je dicte à l'Afrique ce que l'Afrique doit faire. L'Afrique m'appartient, Sassou doit demeurer là, président du Congo. Je dicte à l'Afrique ce que je veux. C'est la loi du plus fort ce que la France fait en Afrique. C'est ça la réalité, monsieur Emmanuel Macron. Et vous n'allez pas dire le contraire. Total doit piller là, Total doit organiser ce complot pour massacrer le peuple congolais, pour prendre en étau le peuple cabinais. C'est ça la réalité. Les cabinets sont aujourd'hui victimes parce qu'il y a des deals qui se créent entre l'Angola, Sassou Nguesso et Total. Et nous voulons, nous sommes des peuples, nous avons le cerveau pour réfléchir, pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. En République démocratique du Congo, oui, les massacres peuvent continuer de l'autre côté, là-bas, à l'Est. L'essentiel que nous continuons de recevoir notre diamant, notre coltan. Et nous allons continuer à faire fonctionner nos machines électroniques, nos appareils militaires de guerre, notre électronique militaire, aérospatiale, ainsi de suite. Le peuple du Gabon, oui, on peut massacrer les Gabonais. L'essentiel que Total puisse avoir son manganèse, les entreprises françaises continuent à exploiter le manganèse et Total continue à prendre son pétrole au Gabon. C'est cela la réalité, chers amis. La loi du plus fort. Vous êtes les Noirs, nous sommes supérieurs à vous, parce que nous sommes blancs, ou nous sommes jaunes, ou nous sommes violets. Vous les Noirs, vous êtes que des animaux. La loi du plus fort qui minimise les autres peuples. C'est cela, c'est que la France fait. Alors, pour le cas du Congo-Brazzaville, vous voyez que la France joue la loi du plus fort. Je suis la France, je veto toutes les décisions au niveau des Nations Unies. Sassou doit demeurer là. Il peut commettre son génocide. Son génocide doit être protégé. C'est la loi du plus fort. Et nous voulons aussi dire à Sassou Nguesso, vous voyez que Sassou Nguesso, tu joues là la loi du plus fort. Parce que tu as la protection du colon nord de la France, tu peux massacrer les Congolais, tu peux piller les économies du Congo, et tu es toujours là, la loi du plus fort. Alors, chers amis, comme l'a dit Emmanuel Macron, même à la fin, le plus fort se rendra compte qu'il va être détruit, parce que la loi du plus fort ne protège aucun peuple, ni aucun individu. Donc on le dit à la France, attention, parce que la loi du plus fort que vous êtes en train de faire, ça va retourner. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le déballement de la machine économique et militaire de la Chine en Afrique. Mais ça vient. Ce n'est pas seulement un danger pour les Africains, mais c'est aussi un danger pour vous, les Européens, pour vous, les Américains, pour vous, les Canadiens, pour vous, les autres peuples du monde. Parce que quand un pays domine, alors ça crée ce que nous appelons en anglais l'imbalance.
imbalance, donc un déséquilibre. Donc vous voyez que, chers amis français, nous ne sommes pas contre vous, mais là nous sommes en train là de présenter des faits. Et que c'est à vous de prendre et de réfléchir. Ne nous prenez pas comme des idiots, hein, comme des vauriens. Hein, mais ici, là, nous venons vous dire la vérité que personne ne vous dira. On vous le dit, personne ne vous dira ça. Oui, chers amis. Ça, c'est très intéressant. J'ai vraiment... Et il dit ceci, hein, chers amis, écoutez bien, hein, et vous allez comprendre ça. Il dit, qu'est-ce qui mettra les règles, qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Qu'est-ce qui a déjà commencé à la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Bon, là ils s'attaquent au président américain. Hein. Là, ils attaquent aux Américains. Hein, parce qu'il faut le dire que le président Barack Obama avait mis ses accords américains en place avec l'accord avec l'Iran. Donc, il y a un nombre de financements. On a gelé des sanctions, ainsi de suite. Et donc, le président Trump est venu donc retirer les États-Unis de ces accords et donc à continuer à appliquer les sanctions qui vont s'appliquer, non pas seulement à l'Iran, mais aussi aux entreprises hein, et des autres nations qui ont des intérêts en Iran. Et donc, c'est là où M. Macron vient donc poignarder, comme on dit, donner un petit coup à Donald Trump pour lui dire ce n'est pas la loi du plus fort, là, parce que nous avons commencé à stabiliser. Vous voyez? Bon, de ce côté, il n'a pas trop tort, hein, vous voyez, chers amis. Parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait des compromis, il faut qu'il y ait ainsi de suite pour avancer. Parce qu'il faut dire que si tout un chacun campe sur ses positions, je suis plus fort, moi je suis un caïd, je dois faire ceci, alors généralement ça aboutit à la catastrophe et on arrive toujours à des victimes, d'énormes victimes. Donc, pour être des hommes politiques, eux-mêmes qui se disent des diplomates, parce que nous n'avons jamais fait de la diplomatie, mais pour être vraiment des hommes de vision, c'est des hommes qui sont humanistes, qui pensent au monde, qui pensent à la vie, donc il faut protéger des vies, il faut venir à des solutions. Donc là, ce sont des attaques. Maintenant, il dit, non, nous savons que l'Iran était sur la voie du nucléaire militaire, mais qu'est-ce qui l'a stoppé? L'accord devient de 2015. Ça, il a raison. Éventuellement, nous avons vu que les tensions se sont abaissées quand M. Obama était là, et toutes les autres nations sont tombées là-dessus. L'Iran a ralenti son projet, l'Israël était d'accord, l'Israël était content, on peut dire comme ça, parce que le programme nucléaire de l'Iran avait stoppé, parce que l'Iran était, l'objectif c'était, entre guillemets, c'est que, d'après ce que les autres nations disent, c'est d'obtenir la bombe nucléaire. Nous savons que dans cette région du globe, il n'y a que l'Israël qui détient la bombe nucléaire. Hein. Les autres nations ne l'ont pas. Donc, tout le monde, toute la diplomatie est en train de travailler pour empêcher à l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire. Parce que vous voyez que si vous avez la bombe nucléaire, éventuellement vous jouez la loi du plus fort. Hein, la loi du plus fort. Voilà. Il dit, nous devons aujourd'hui, comme je le disais, il y a un an, non pas exacerber les tensions régionales, mais proposer un agenda plus large permettant de traiter toutes les préoccupations nucléaires, balistiques et régionales causées par les politiques iraniennes, mais dont le dialogue et le multilatéralisme sans naïveté ni complaisance. Bon, comme vous le voyez, le multilatéralisme pour M. Macron, mais ce que nous voulons rappeler à M. Macron, que ce multilatéralisme aussi, hein, qu'il doit savoir que les Américains ont contribué là-dessus. Ce n'est pas parce que M. Trump est en train de retirer, de bouleverser les accords commerciaux, de dire non à un certain nombre de décisions, que M. Trump n'a pas supporté la France. Il faut dire que les Américains continuent à supporter la France dans le pillage de l'Afrique, par le franc CFA. Parce que si aujourd'hui les Américains disent non, pas question, il faut qu'on arrête avec cette affaire du franc CFA, c'est de l'arnaque, c'est le vol, ainsi de suite. Nous pensons qu'aujourd'hui, les Français vont se retrouver dans la difficulté. Donc, il faut le dire que ça ne sert pas de venir attaquer M. Trump frontalement comme ça. Il faut être un peu plus diplomate, comme d'ailleurs ce que fait le Premier ministre du Canada. Et si vous essayez de regarder, il y a quand même des tensions hein, entre les accords commerciaux entre le Canada et les États-Unis, mais le Premier ministre du Canada est très sage. Hein, il ne vient pas faire des déclarations inutiles, il ne vient pas attaquer en public, mais il est serein, conscient, il avance dans son projet, et il sait que dans les accords, il doit parler pour les intérêts du Canada, et il ne vient pas faire des déclarations n'importe comment.
Vous voyez, chers amis, ils ne viennent pas attaquer. Donc c'est ce côté sagesse que nous tenons à dire ici pour M. Trudeau, qui est le Premier ministre du Canada. Voilà, donc on l'encourage dans cette voie, au lieu de se lancer sur cette voie de confrontation. Celui-là dit ceci, et Luthor, si tu viens de dire, ça va donc créer des conflits inutiles, une guerre médiatique qui ne terminera pas, et à la fin de compte, ce sont les entreprises qui seront des victimes, des entreprises qui font les affaires dans ces pays-là. Voilà. Il dit, mais des postures qui à terme ne manquera pas d'être stériles. Maintenant, il dit ceci, hein. Ben, je crois que moi je vais sauter toute cette section. Je vais aller dire... bon, là il a parlé de la crise entre Palestiniens et Israéliens. Moi je vais rentrer dans la section que j'ai trouvée très inutile. Bon voilà, donc je suis simplement en train de... je ne vais pas, parce qu'il faut le dire, hein, chers amis, hein, son discours, je l'ai rédigé, hein, je l'ai écouté, je l'ai mis sur papier. Hein. Donc c'est un discours, le 44, donc avec mon écriture, je suis arrivé quasiment à 20 pages, donc je ne vais pas lire les 20 pages, sinon nous allons faire un direct de 3 heures, je n'ai pas envie de faire un direct de 3 heures pour ça, le décryptage. Mais je suis en train de lire les parties essentielles. Voilà, donc là, on poursuit dans cette voie. C'est ce qu'il a dit pour le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Il les a conseillés éventuellement de se mettre sur la table et de continuer à discuter, de mettre ça, un fait accompli, que désormais vous vivez là côte à côte. Hein. Je l'ai encouragé, il faut le dire que c'est un bon discours, là où il a dit jamais Israël ne quittera la zone. Ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que ces deux pays doivent maintenant s'asseoir, accepter l'un l'autre, travailler ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que l'Israël évite de prendre les terres ici, il faut que la Palestine évite la violence, il faut que les deux s'asseyent, continuent à discuter, à s'entraider, parce qu'il faut le dire qu'ils seront là éternellement. Là, hein. Ils seront là éternellement. Donc, il faut, le fait accompli est là. Il n'y a pas de discussion. Ça, c'est ce côté que j'ai encouragé. Et je soutiens M. Macron dans ses propos, ce qu'il venait de dire. Bon, maintenant, il dit, bon, je vais aller maintenant vers la fin, il dit, mais la loi du plus fort, là aussi, ne fera que renforcer de la frustration et de la violence. Vous l'avez compris, face au déséquilibre contemporain, je ne crois pas à la loi du plus fort. Bon, M. Macron dit, il ne croit pas à la loi du plus fort, mais il exerce quand même, hein. Il ne croit pas à la loi du plus fort, mais il exerce quand même. La France exerce la loi du plus fort en Afrique, en particulier au Congo-Brazzaville. C'est la loi du plus fort, soutenue par la France, qui est là. Vous voyez, chers amis. Et donc, il ne le croit pas, mais il exerce. C'est ça le contraire. Hein. On se présente à la diplomatie devant les écrans, mais dans le fond, on va donc toucher ce côté loi du plus fort. Voilà. Il dit, quand même, elle s'habillera d'une forme de légitimité, là où elle a perdu en réalité toute espèce de légitimité. Mais c'est ça la réalité, hein. La loi du plus fort en réalité, il n'y a pas la légitimité. C'est cela, hein. On utilise les États, l'étiquette d'un État, président de la République, premier ministre de ceci, pour aller commettre des crimes au nom de la légitimité, au nom de l'État. Mais en réalité, c'est contre la loi. Vous voyez, chers amis. Donc ce sont des crimes camouflés dans la posture de président de la République ou de chef d'État. Et c'est ce que nous appelons les crimes d'État. Ce sont des crimes punissables parce que personne est au-dessus de la loi. La loi doit s'appliquer par tout le monde. Si ce pays-là, cette loi est pas bafouée, comme déjà au Congo-Brazzaville, la loi est bafouée, en ce moment-là, la loi internationale, donc la justice internationale, doit primer sur la loi nationale. C'est ça la réalité. Donc voilà pourquoi nous le disons. Si aujourd'hui le président américain a dit que la Cour internationale n'a pas sa légitimité, elle n'a pas intérêt d'être là, c'est parce que certainement qu'il s'est rendu compte qu'il y a de l'injustice au sein même de cette Cour. Madame Bensouda ne prend que des décisions politiques. L'arrestation de Gbagbo, le Blé Goudé, c'est une décision politique. Mais ceux-là qui sont allés commettre les crimes en Libye, Nicolas Sarkozy, qui a déclenché cette catastrophe aujourd'hui, qui frappe non pas seulement les Européens, même les Américains, à travers les organisations terroristes de ISIS. Mais ça a été déclenché par qui? Par Nicolas Sarkozy, qui, à l'origine, s'est décidé d'aller détruire la Libye,
en apportant donc des tensions en Libye. Mais Nicolas Sarkozy est en liberté. Vous voyez, donc c'est au nom de l'État, au nom de la légitimité de l'État qu'on profite de régler ses comptes personnels contre un certain nombre de leaders dans le monde et on le camoufle derrière la légitimité. Voilà pourquoi M. Macron le dit que même qu'elle est cachée sous forme de légitimité, là où elle a perdu en réalité toute espèce de légitimité. Vous voyez, chers amis, donc c'est cela la réalité. Hein, le cas du Congo-Brazzaville, nous faisons face à un homme qui n'a pas la légitimité parce qu'il n'a pas été voté. Mais il s'est maintenu par la loi du plus fort que la France lui a donnée. Que M. Macron aujourd'hui nie qui ne croit pas à cette loi, mais il l'applique quand même pour le cas du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Et il continue sur ce terrain. Maintenant, il parle simplement la troisième voie possible devant nous. Sans doute, c'est la plus difficile, sans doute la plus exigeante, qui nous impose de forger ensemble un nouveau modèle, de trouver ensemble un nouvel équilibre mondial. Bon, bon, il dit ici, nous avons connu, après la Seconde Guerre mondiale, pendant plusieurs décennies, un équilibre qui s'est construit en bloc et en bloc. Hein, ça, nous savons, parce que la plupart du temps, il y a des blocs qui se forment, des alliances secrètes, pour continuer à dominer secrètement le monde entier. C'est ça la réalité. On continue à dominer secrètement le monde entier dans les alliances, à travers, bien sûr, la puissance économique. Vous voyez, chers amis. Nous avons ensuite connu l'avènement d'une forme de modèle d'hyperpuissance. C'est ça la réalité. Nous, en Afrique, nous sommes victimes de l'hyperpuissance de la France ou de la Belgique. Vous voyez, chers amis. Dans un certain nombre de pays, il y a l'hyperpuissance américaine qui est là. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'est cette hyperpuissance qui est en train de nous emmener droit vers les abîmes, vers l'hécatombe. L'hyperpuissance, ça se limite pas seulement au pays, mais même aux individus qui se croient hyperpuissants. Ils sont au-dessus de la loi, ils sont la loi. Le cas de Sassou Denis, le cas de Paul Biya, le cas de Bongo Ndimba, de Joseph Kabila, de Paul Kagame, de Yoweri Museveni, ça sont des hyper-hommes, hyper-puissance d'hommes, vous voyez, qui sont au-dessus de la loi, vous voyez, chers amis. Et l'Afrique ne peut pas continuer à avancer avec les hyper-puissants hommes ou les hyper-puissantes femmes, vous voyez, chers amis. Il faut que ce monde-là comprenne que il y a des lois qui sont là, que tout le monde doit respecter ces lois-là pour faire avancer les États africains. Vous voyez, chers amis. Et nous assistons de plusieurs années à une nouvelle instabilité dans le monde marquée par le retour des puissances multiples. C'est cela la réalité. La France fait partie de ces puissances multiples, vous voyez, chers amis, qui dominent. Et là, ce sont maintenant des Chinois qui viennent nous prendre comme pour des ordures chez nous, qui nous construisent sur du sable. Vous voyez, chers amis. Mais tout ça parce que nous avons un monde corrompu, éventuellement corrompu par nos dirigeants africains. Le nouvel équilibre que nous devrions créer doit reposer sur des nouvelles de coopération régionale et internationale. Bon, là, il veut maintenant parler de son multilatéralisme. Bon, il dit, il se structurera selon moi en 3 principes. Le premier, le respect de la souveraineté, au fondement même de notre charte. Mais, chers amis, le respect des souverainetés. Mais le président Idriss Déby a fait une vidéo, bon, nous n'avons pas envie de jouer cette vidéo, une vidéo là où il dit clairement que c'est la France qui a changé la constitution de son État pour que lui, il se maintienne au pouvoir. Mais donc, vous voyez bien que le respect de ce principe que M. Emmanuel Macron vient nous donner comme la voie à suivre est le contraire de ce que la France fait et de ce que lui-même il fait. Donc, il ne s'agit pas ici de venir déclarer en public, sans pourtant regarder en arrière ce que vous avez fait. Ou vous voulez regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais vous ne regardez pas la paille qui est dans votre propre œil. Un témoignage vivant, la vidéo est là, que nous mettrons d'ailleurs en ligne après, où le président Idriss Déby le dit, c'est la France qui est venue changer la souveraineté. Donc, a changé la constitution pour lui permettre de se maintenir. Lui, il voulait partir parce qu'il n'était pas heureux. C'est cela, chers amis. Donc, quand il parle de respect de la souveraineté, au fondement même de notre charte, la France fait fausse route, fait le contraire. Quand François Hollande demande à Sassou en public, hein, sur l'interview à l'Élysée, il dit
Sassou est libre de consulter son peuple. Alors son peuple a déjà dit non, il y a déjà une constitution qui est en place qui l'interdit. Lui, il lui donne cette opportunité, lui ouvre le boulevard pour aller changer la constitution. Il le savait qu'en le disant, nous devons nous retrouver avec un mort d'homme. Parce que Sassou, c'est une machine à destruction. Mais il a fait, malgré même qu'il a donné l'autorisation, mais il a quand même protégé tous ces crimes. Et M. Emmanuel Macron continue de protéger ces crimes que Sassou est en train de commettre. Donc vous voyez que vous n'avez pas là respecté ce premier principe que vous voulez que le monde puisse respecter aujourd'hui. Le premier principe de respect des souverainetés au fondement même de la charte. Le fondement, le second, est le renforcement de nos coopérations régionales. Bon, en tout cas pour l'Afrique, l'Afrique n'a pas d'intérêt à renforcer les coopérations avec la France parce que c'est des coopérations qui déjà, pendant plusieurs décennies, nous a foulé aux pieds. Si vous voulez renforcer les coopérations, on va mettre table rase à tout. Ça sera des coopérations gagnant-gagnant, gagnante-gagnante. Ça sera des contrats gagnant-gagnant. Vous emmenez tant d'argent, nous vous donnez tant de matières premières à l'équivalence. C'est comme ça qu'il faut avancer. Mais si c'est des stratégies qui consistent à mettre des gens que vous voulez contrôler pour piller les matières premières, la nouvelle jeunesse africaine que nous sommes disent non. Et le troisième, c'est la parole. C'est la porte de garantie internationale plus robuste qui se joue ici. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par la porte de garantie internationale plus robuste? Mais c'est que les autres nations continuent de garantir la France des bénéfices ressortants de franc CFA. C'est ça que la France vise. Parce que la France sent maintenant qu'il y a une menace énorme avec les investissements chinois, certainement que les Chinois vont commencer à leur dire écoutez, nous sommes fatigués de voir cette affaire de franc CFA, ça bloque nos économies, alors nous ne voulons plus voir ça. Donc la France veut continuer à garantir ça. La France veut continuer à garantir sa mainmise qu'elle garde sur des dictateurs africains, des dictateurs de pays francophones, continuer à imposer qui va devenir président, à faire des plans stratégiques. Vous voyez, chers amis, des garanties, c'est-à-dire que continuer de garantir la France, les traités de Berlin, qui consistent simplement à diviser l'Afrique, à donner des pays comme le Congo-Brazzaville, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun, ainsi de suite, le Tchad, à la France. Que la France continue les minerais qui sortent de ces pays sont les propriétés de la France. C'est ça, ces garanties que Emmanuel Macron veut ici. Mais nous, la jeunesse africaine, nous disons non. Il faut voir l'Afrique au XXIe siècle. L'Europe doit aujourd'hui comprendre qu'il y a un fait à accomplir. Vous ne pouvez plus désormais évoluer sans l'Afrique. Et que les Africains aujourd'hui sont aussi conscients que l'Afrique ne peut pas continuer à évoluer sans les Européens. Donc nous sommes aujourd'hui devant deux peuples qui doivent vivre ensemble, de comprendre les intérêts que veut tout un chacun de nous et évoluer ensemble. Sinon, ça sera la destruction. Vous voyez? Il dit, ici c'est autour de ces principes que nous devons veiller à régler les situations de crise contemporaines. Maintenant, il dit en Syrie, hein, chers amis, ça c'est cette section que moi je voulais beaucoup commenter. En Syrie, il dit, nous poursuivons la lutte contre le terrorisme islamique. Les engagements militaires de certains pays ont permis au régime de se rétablir au prix des crimes dont les responsables devront rendre compte un jour. Mais là, ici, il voulait parler de la puissance militaire de la Russie qui est allée rétablir le régime syrien. Et il dit que ça s'est fait au prix du sang, au prix des crimes. Et il promet que ceux-là qui ont commis des crimes en Syrie vont le payer un jour. Mais les crimes que la France couvre au Congo-Brazzaville, la France n'en parle pas. Pourquoi la France n'a pas parlé du Congo-Brazzaville ici? C'est ça la réalité. Le plus récemment, il y a eu des crimes au Congo. Prenons par exemple l'exemple des crimes de Chakona commis au Congo, qui jusqu'à aujourd'hui, aucune justice n'en parle, ni internationale. Vous voyez, le département pour le génocide qui s'est passé au Congo, la France n'en parle pas. La France continue à protéger son chronique paresseux national, son joker qui est le dénonciation des Sceaux, qui peut tout les garantir au prix du sang de Congolais. Sassou qui a marché sur le sang de Congolais. Pourquoi la France n'en parle pas ici? Alors, ça ne sert pas d'aller regarder les superpuissances militaires. Vous faites partie aussi de ces superpuissances militaires. Si nous essayons de regarder deux phases, deux États, le Congo-Brazzaville et la Syrie,
Bachar al-Assad est protégé par les Russes, Sassou Nguesso est protégé par la France. Ça, c'est deux parallèles que nous sommes en train de vous présenter, M. Macron. Bachar al-Assad a bombardé en Syrie, il y a eu mort d'homme. Au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso a bombardé avec des armes lourdes, les mêmes armes que Bachar al-Assad a bombardé sur les Syriens. Il y a eu mort d'homme. Est-ce que vous allez ramener Sassou à la justice internationale? Ça, c'est une question que nous posons aux diplomates français et à M. Macron directement. Nous savons que l'Élysée nous suit et cette question est posée directement à vous. Alors donc, ça ne sert pas de vouloir essayer d'inculper la Russie parce que vous avez les différends. Essayez aussi de regarder dans votre propre cours, essayez de balayer d'abord votre propre cours avant de venir avec ce genre de propos à la tribune des Nations Unies. Il dit, le peuple syrien, le peuple syrien, on a tragiquement payé le prix. Le peuple du Congo-Brazzaville, on a tragiquement payé le prix. Et nous continuons tragiquement à payer le prix, M. Macron. C'est ce qu'on vous dit là. Vous voyez, chers amis. Il n'y aura pas de vainqueur dans une guerre, dans une Syrie en ruine. Mais c'est cela, chers amis. Au Congo-Brazzaville, il n'y aura pas de vainqueur. Dans un Congo en ruine, aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur. Ni vous et nous. Oui, vous êtes certainement des vainqueurs parce que vous avez, Sassou a gagé le pétrole du Congo. Donc vous allez continuer à profiter. Mais soyez-en sûrs que si nous réussissons à mettre notre main à Sassou Nguesso et à lui écarter, mais nous allons revoir les contrats avec Total. Sinon, on risque même de chasser Total du Congo parce que Total a participé au crime avec Sassou Nguesso. C'est ça la réalité, chers amis. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas de gagnant. Même vous, vous n'êtes pas garanti. Vous, la France, parce que nous parlons de la France à travers Total. Vous voyez, chers amis. Ce qu'il faut maintenant, c'est de gagner la paix sous l'égide des Nations Unies. Mais au Congo-Brazzaville, nous avons dit que il nous faut tenir un dialogue, bien sûr assisté avec les Nations Unies, mais la France bloque tout. La France veut que ce dialogue soit piloté par Sassou au Congo-Brazzaville. Mais ça ne peut pas se passer. L'homme qui a commis les crimes, donc le criminel, ne peut pas organiser un dialogue au Congo-Brazzaville. Oui, nous avons proposé New York, même une salle au niveau du siège des Nations Unies, que nous allons déballer la machine économique, tous les problèmes du politique du Congo-Brazzaville, trouver la solution et appliquer la solution sur le terrain. Mais la France ne veut pas de ça. Vous voyez, chers amis. Mais la France veut qu'il y ait solution sous l'égide des Nations Unies pour la Syrie et on nous minimise parce que les intérêts qu'ils ont au Congo-Brazzaville, le pétrole et le gaz, sont déjà des intérêts acquis, mais ils n'ont pas encore acquis les intérêts qu'ils sont en train de chercher en Syrie. Éventuellement, ce pipeline qu'ils sont en train de vouloir construire, qui va traverser toute cette zone en passant par la Syrie, en connectant vers la mer. Vous voyez? Donc c'est cela, chers amis. On insiste là où on veut aller chercher, là où on a déjà acquis les intérêts, on s'en fout. On peut massacrer ce peuple. Vous voyez, chers amis. Et nous, nous disons non à cette façon de penser et cette façon de regarder. Vous voyez? Donc, c'est cela, chers amis. Je vais essayer de regarder parce que c'est un discours long. Il y a des sections que je vais simplement couper. Il dit, et de régler les voies et les moyens, d'une part, de régler la crise humanitaire et d'autre part, et de reconstruire une solution politique inclusive durable. Et c'est en réalité, nous avons dit aussi pour le problème du Congo, il nous faut reconstruire le Congo. Tous nos déplacés, les gens qui ont perdu leur maison dans les départements, pour ceux qui sont encore vivants, parce qu'il faut dire qu'ils ont massacré beaucoup, il faut leur trouver des maisons. Ce ne sont pas les accords avec Sassou et Ntoumi qui vont donc apporter la solution à tous les problèmes des Congolais, à tous les problèmes du Congo, à tous les dégâts que Sassou a créés. Il faut qu'il y ait véritablement un véritable projet humanitaire fait par des Congolais, bien sûr, assisté par les Nations Unies pour qu'on puisse y arriver. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit, la solution politique durable, inclusive, serait la meilleure chose pour le Congo et aussi le futur, même des entreprises qui exercent au Congo-Brazzaville. Vous voyez que, on vous le dit, chers amis, que les Mboshi sont en danger, en véritable danger au Congo. C'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Oui, donc il faut que nous arrivions à s'asseoir, à discuter, réellement discuter et trouver des solutions durables pour le futur de nos populations au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous ne pouvez pas simplement l'attacher à la Syrie et en oubliant le Congo-Brazzaville. Et ça ne serait... Bon, il dit,
ça ne nie substitue au peuple syrien pour décider pour eux, pour décider qui doit être son dirigeant. Mais en réalité, c'est ça la proposition. Si vous voulez que Bachar al-Assad quitte, c'est parce que vous voulez mettre quelqu'un que vous allez contrôler. Parce que vous l'avez déjà fait au Congo. Vous avez décidé du peuple congolais ce qui doit être président du Congo, en imposant au peuple congolais un homme qui aujourd'hui a mené le pays vers les abîmes économiques. C'est ça la réalité que nous voulons dire ici à M. Emmanuel Macron. Vous voyez, chers amis. Voilà. Voilà. Donc, on va donc passer cette section. Bon, il parle de la Libye. Je n'ai pas envie de rentrer les problèmes de la Libye. Je vais simplement essayer de regarder comment je vais conclure ce direct. Bon, je ne vais pas parler du terrorisme, je ne vais pas parler de ça. Bon, il dit, il dit que c'est la décision prise par les États du Sahel qui s'agissent ensemble au sein de la force de G5. C'est le sens du processus lancé pour l'Union africaine pour mieux prendre en charge ses responsabilités à travers les forces africaines de maintien de la paix. Mais bon, nous savons, le G5, ça c'est un projet français. La France qui veut protéger l'or du Mali, qui veut protéger l'uranium du Niger, qui veut se rassurer du pétrole du Tchad. Bon, ça c'est un projet français, nous savons. Les militaires français sont à Gao. Bon, nous avons vu là, monsieur Mélenchon venait de donner la réponse là-dessus. Donc, vous voyez que ce n'est pas un véritable projet. Ça, c'est un projet purement d'intérêt. Ce n'est pas un projet pour ces pays-là, pour la sécurisation de ces pays-là. Mais c'est un projet d'intérêt. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est une réponse que nous voulons donner par rapport à ça, à cette affaire de G5-là. Vous voyez, la France veut se maintenir ses intérêts dans les minerais de ces pays. Vous voyez, il dit, c'est le sens des initiatives prises par la région du lac Tchad, elle aussi accompagnée par le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, portée par l'Union africaine. Mais l'Union africaine, c'est le syndicat des chefs d'État. L'Union africaine fonctionne avec le modèle de l'Union européenne. L'Union africaine fonctionne avec les financements de l'Union européenne. Donc, bien sûr que vous voyez que l'Union africaine fonctionne avec l'exclusion de la jeunesse. Donc, vous voyez que ce n'est que là une protection d'intérêts des intérêts égoïstes de la France à travers les dictateurs que la France a mis en place. Et nous, la jeunesse africaine, nous condamnons ces pratiques. Il faut que ça change. Et ça va changer avec la pression de la nouvelle jeunesse africaine. C'est pourquoi nous devons soutenir cette initiative de l'Union africaine. Même si vous le soutenez, ça ne va pas servir les intérêts du peuple. Pousser, je vais dire ceci, pousser à une meilleure articulation entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Bon, l'articulation, nous ne savons pas si cette articulation va prendre en compte les problèmes de la jeunesse. Et il dit, et je le souhaite, que d'ici la fin de l'année, une résolution prise en ce sens au Conseil de sécurité. Mais, comme vous le voyez, toutes les résolutions de l'Afrique, ce qui concerne l'Afrique, sont toujours prises par la France. Et donc, la France arrive à prendre des résolutions au niveau du Conseil de sécurité, des résolutions qui protègent les intérêts de la France dans ces milieux, à travers le monde, surtout en ce qui concerne l'Afrique francophone. En réalité, ce sont la protection des intérêts de la France dans ces pays-là. Donc voilà pourquoi nous, en tant que jeunesse africaine, nous comprenons que toute résolution qui est prise au niveau du Conseil de sécurité ne protège que les intérêts que la France a dans ces pays. Mais ce sont des résolutions qui ne vont pas dans la protection des intérêts des populations de ces pays. Vous voyez, chers amis. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vais simplement terminer par une chose ici. Il dit, face aux grands défis migratoires, je ne crois pas au discours d'ouverture inconditionnelle. Ils ne font que provoquer l'inquiétude et accroître l'intolérance. Je ne crois pas davantage au discours mensonger de ceux qui prétendent, par exemple en Europe ou ailleurs, qui seront plus forts, abrités derrière une fermeture de frontières. Ce n'est pas vrai. Bon, ça, nous comprenons qu'il est quasiment impossible de fermer toutes les frontières. Hein. Mais il faut le dire que les problèmes migratoires que l'Europe est en train de vivre aujourd'hui
viennent d'une crise que l'Europe a créée. Hein, parce que la plupart des migrants qui viennent en Europe viennent d'Afrique subsaharienne. Et tous ces pays d'Afrique subsaharienne, la plupart de ces grands pays, soit sont des pays anglophones ou des pays francophones, vous voyez, chers amis. Mais le fait que l'Europe impose dans ces pays-là la dictature, le pillage de minerais, la fermeture de frontières, l'éducation qu'on ne peut pas acquérir, mais éventuellement, vous ne pourrez pas empêcher ces gens-là de chercher, d'aller chercher la vie, entre guillemets, une vie meilleure ailleurs. Vous voyez, chers amis. Et donc, si l'Afrique aujourd'hui, l'Europe aujourd'hui, ou l'Occident aujourd'hui arrive à arrêter de supporter les dictatures, arrive à arrêter d'imposer à ces pays-là des chefs d'État, des hommes qui pensent qu'ils peuvent le diriger. Nous pensons que ces pays-là vont donc arriver à mettre en place des chefs d'État qui arriveront avec des politiques économiques, sociales et des politiques de planification plus adaptées à ces conditions de la jeunesse. Et en ce moment-là, vous verrez que la plupart de ces jeunes, leur objectif, ce n'est pas d'aller vivre en Europe, hein, parce qu'ils savent que l'Occident est dur, il faut payer les taxes, il faut aller travailler, parfois le travail est dur, vous voyez, chers amis. Mais ces jeunes-là veulent vivre chez eux, là où il peut avoir une bonne éducation, il peut aller à l'école, il peut faire une famille, il peut avoir sa petite famille, il peut avoir l'Internet à haute vitesse, il peut se connecter avec tout le monde facilement. Mais tout cela, pour que ces gens-là puissent en avoir, il faut qu'il y ait des politiques gouvernementales qui peuvent apporter à ces changements qui vont donc maintenir ces jeunes dans leur pays d'origine. Vous voyez, chers amis. Mais du moment où vous imposez des chefs d'État, ceux-là qui pillent les économies et qui font expatrier les fonds à l'extérieur, en ce moment-là, ces pays-là vont continuer à demeurer en ruine et l'Europe va donc continuer à demeurer la terre d'asile pour tous ces migrants venant d'Afrique subsaharienne. Donc vous voyez que, quel que soit ce que vous ferez dans la fermeté de frontières, il serait très difficile de pouvoir empêcher ces gens-là pour arriver. La preuve en est que, quand même que vous avez mis des barricades autour, mais les gens-là utilisent tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre les côtes européennes. Alors, la solution serait, c'est de travailler avec des politiques d'inclusion de la jeunesse, des politiques avec des jeunes pour pouvoir amener l'Afrique vers une nouvelle direction. Et ça sera avec des Africains dynamiques, capables d'apporter des solutions, éventuellement, pour leur peuple. Voilà. Donc, je vais essayer simplement de voir... Voilà. Donc, à la fin, il dit ceci. Il dit, vous le voyez, mes chers amis, je crois profondément à la souveraineté du peuple. Pour tout vous dire, je ne crois pas en un grand peuple mondialisé, en un rien. C'est irénique, ça n'existe pas. Mais je crois dans des valeurs universelles. Et sur ce point, nous ne devons rien céder. Hein, ça, écoutez ça, nous ne devons rien céder. Ce n'est pas la même chose. Je crois à la défense et non négociable. Je crois à la défense non négociable de nos valeurs, des droits de l'homme, de la dignité des individus, de l'inégalité entre les sexes. Je crois à notre capacité à bâtir des équilibres respectueux des peuples et des cultures et en négociant et en ne négocions rien de cette universalité. C'est ça la réalité. Je ne laisserai en rien le principe de souveraineté de peuple dans la main des nationalistes et de ceux qui prônent aujourd'hui dans la communauté internationale le repli et qui veut l'utiliser la souveraineté de peuple pour attaquer l'universalisme de nos valeurs. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'il a dit. Mais c'est que nous tenons simplement à dire à M. Macron de respecter tout ce qu'il venait de dire hein, sur le cas du Congo-Brazzaville, sur le cas de l'Afrique francophone, qu'il les respecte parce que ça c'est très important, ce qu'il venait de dire. S'il croit à la souveraineté des peuples, donc cette souveraineté ne peut seulement dire que le peuple veut désigner celui qu'il veut au pouvoir. Le peuple, quand ce peuple ne veut pas des gens qui ont pillé les économies, ces individus doivent simplement démissionner. Et au moment où le peuple se met dans la rue, où le peuple demande à ces individus-là de démissionner,
Et si ces individus-là se mettent à tirer sur le peuple, mais c'est que simplement que la France qui croit à ses valeurs puisse donc en ce moment-là venir avec des forces d'interposition pour protéger ces peuples-là les plus faibles. Parce que c'est cela, si vous croyez aux valeurs universelles, c'est-à-dire que si, comme vous avez dit, vous ne croyez pas à la loi du plus fort, en ce moment-là, nous faisons face à des démocraties de farce, où vous avez des hommes qui n'ont pas été élus par les populations, mais quand ces populations revendiquent leur départ, ils refusent de partir. À la place, on impose la violence, la force à ces populations. Le cas du Congo-Brazzaville est que nous faisons face à un homme qui a perdu la légitimité, un homme qui n'a pas été élu, mais un homme qui utilise la violence, la répression comme un moyen de se maintenir au pouvoir. Et ces formes de violence, nous le voyons tous les jours. Mais par contre, la France qui croit aux valeurs universelles est donc incapable d'agir. Mais l'argument que la France utilise, c'est au nom de la souveraineté des États. Mais en ce moment-là, les valeurs universelles des droits de l'homme, qui font partie des valeurs d'universalisme, dont M. Macron vient de le dire, n'est plus respectée. Donc la France ferme les yeux sur ce côté. Et c'est ces arguments qui permettent donc à la France de continuer de voir Sassou massacrer sans rien dire, sous prétendre de la souveraineté. Comme il vient de dire, il croit à la souveraineté. Mais croire à la souveraineté du peuple ne signifie pas fermer les yeux contre toutes les formes de crimes que ces individus sont en train de commettre. Le cas du Congo-Brazzaville, c'est un homme qui commet des crimes sans hésiter. Qu'ils soient des crimes de sang, des crimes économiques, ça se fait aux yeux du monde. Les scandales financiers, nous entendons de jour au jour. Mais au nom de la souveraineté, la France refuse d'intervenir. Mais en réalité, c'est une astuce que la France utilise pour protéger l'homme qu'il veut, que la France veut que l'homme soit au pouvoir au Congo pour continuer à profiter des minerais de ce pays. Vous voyez, chers amis, donc nous pensons que le discours de M. Macron à la tribune des Nations Unies, c'est un discours flatteur qui est là pour simplement aveugler ceux qui n'ont pas compris, ceux-là qui ne suivent pas les politiques françaises, en réalité les politiques françaises d'Afrique, surtout d'Afrique francophone. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Voilà. Bon, il dit, nous avons tous ici, même, ceux qui font profession de la critique, bénéficier de la structure de l'ordre international qui a accompagné la mondialisation. Bon, nous savons, hein, la mondialisation, c'est ça qui nous a emmenés, qui a permis aujourd'hui aux pays africains de plomber dans des dettes. Hein. Et les grands pays qui ont été des pays qui ont bénéficié de la mondialisation, la plupart du temps, ce sont des pays européens. Ces pays-là ont créé des clubs, ont créé des organismes hein, qui devaient donc être là à régulariser les pays du tiers-monde en leur soi-disant apporter de l'aide au développement, mais en réalité l'aide au développement, ce n'est pas de l'aide. Hein. Il faut le dire que les Occidentaux ne peuvent rien vous donner de gratuit. On donne, il y a un intérêt derrière qu'il faut payer. Oui, chers amis. Et c'est ça qui a fait que nos pays puissent se plonger dans des dettes. Et les bénéficiaires, c'est qui? Ça, c'est ce que M. Macron dit, mais bien sûr que tous dans cette salle ont été des bénéficiaires. Donc vous voyez que les perdants, ce sont les plus démunis. Mais la plupart des temps, quand on apporte ces aides au développement, mais ces aides au développement sont reçues par qui? Par ceux qui sont au pouvoir. Donc ceux qui sont au pouvoir utilisent ces aides comme un moyen de blanchiment d'argent. Donc on prend ces mêmes argent, on le fait repartir dans des pays occidentaux pour les réinvestir sous forme de pouvoir, soi-disant, aider leur pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout l'argent qu'on déverse dans les aides de développement, au Congo-Brazzaville, nous ne voyons rien. Hein, c'est ça la réalité. Aucun Congolais ne vous dira, oui, nous avons vu l'aide de développement de la France, mais aucun Congolais ne vous dira que moi aujourd'hui je travaille à cause de l'aide de développement que la France a apportée. Ça bénéficie à ceux qui sont au pouvoir, donc on peut dire que tous ces dirigeants qui étaient au Fonds monétaire international, dans cette salle qui continuent à aller, plutôt aux Nations Unies, à la Tribune des Nations Unies, sont tous les bénéficiaires parce que ce sont eux qui gèrent ces aides-là. Et ce sont des pays africains qui sont aujourd'hui les grands perdants. Voilà. Donc on peut simplement dire qu'il associe les inégalités à la montée en puissance des nationalismes. Vous voyez, chers amis. Donc pour lui, pour M. Macron, ce sont les inégalités qui ont fait que les nationalistes continuent à régner. Mais en réalité, il faut le dire que dans plusieurs pays, nous sommes en train de voir que des partis politiques traditionnels sont en train de perdre le pouvoir. Les populations votent beaucoup plus pour des partis qui apportent le discours populaire. Mais le discours populaire
s'il y a des citoyens qui votent ces partis qui apportent le discours populaire, parce que les citoyens ont compris que les partis traditionnels, en réalité, utilisent un discours politique, mais dans la concrétisation des actions, ils ne voient rien. Les populations ne voient rien. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas dire que quand on vote des partis qui naissent comme des champignons, ça signifie simplement mettre les nationalistes au pouvoir. Donc, nous voyons ici là que, en disant ceci, M. Macron, en réalité, voulait s'attaquer au président Trump pour dire que le président Trump a été porté au pouvoir par des nationalistes qui l'ont apporté, et donc M. Trump est en train d'utiliser un discours nationaliste pour pouvoir continuer à maintenir ses troupes. Et ce qui est archi faux, parce qu'il faut le dire qu'il y a eu de la frustration. Aux États-Unis, par exemple, on a vu des républicains qui ont dirigé, mais les populations continuent à demeurer dans la pauvreté. On a vu des démocrates. Obama a fait 8 ans. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu. L'Afrique a bénéficié de quoi pendant les 8 ans de M. Obama? Zéro, chers amis. Sinon que son discours qu'il est venu faire son show, son leadership à Addis Abeba. Mais en réalité, une véritable jeunesse africaine qui comprend la vision de l'homme a compris que cet homme, c'est simplement un farceur qui est là pour nous. Il n'apportera rien. Tout le temps, pendant les 8 ans du pouvoir du président Obama, la dictature a augmenté. Il a reçu tous les dictateurs à Washington, chez lui, hein, à la Maison Blanche. Il a reçu tout le monde là-bas, tous les dictateurs. Tous ces sassous sont allés s'aligner. Des hommes qui avaient des mains bourrées de sang. Ça n'a rien apporté pour l'Afrique. L'Afrique n'a jamais avancé autant de Obama. Donc vous voyez qu'à un certain moment, les populations en ont marre. Donc parfois on essaie, laisse-nous essayer un homme peut-être qui peut apporter autre chose. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui aux États-Unis, prenons le cas plutôt d'un pays africain, le Bénin. Ils ont mis en place un économiste, un homme qui connaît les chiffres. Mais nous avons vu l'augmentation de la croissance du Bénin. Hein, comment le président Talon a pris les choses en main et est en train d'essayer d'améliorer l'économie de ce pays. Il a même refusé de vendre le port de Cotonou à Bolloré. Mais par contre, Sassou, ils vendent tout aux Français, ils vendent tout. Oui, chers amis. Les compagnies françaises qui exercent, quand M. Macron parle des problèmes climatiques, mais regardez le Congo-Brazzaville, tout le nord du Congo, l'exploitation forestière est assurée par les Malaisiens et les Français. Mais la coupe du bois se fait d'une manière désordonnée. On coupe tout là-bas, on détruit tout là-bas. Mais on n'en parle pas parce que ça fait les profits des entreprises françaises. Oui, chers amis. Mais qui paye de tout ça? Ce sont les populations autour, les populations autochtones autour. Oui, chers amis. Donc on peut dire que nous disons non, l'inégalité. Les inégalités n'apportent pas la montée en puissance des nationalistes. C'est plutôt vous, les décideurs des partis traditionnels, qui sont en train de foutre l'humanité dans la merde et en train de vouloir accuser les nationalistes. Mais en réalité, les véritables nationalistes, c'est vous, parce que vous ne voyez que vos propres intérêts personnels à l'instant T. Vous ne pensez pas au futur. Vous voyez, chers amis. Bon, je veux clôturer ce direct par quelques statistiques. Hein. Il dit: quelle réponse allez-vous donner à 250 millions des enfants non scolarisés et plus de la moitié vivent en Afrique subsaharienne? 250 millions, il dit plus de la moitié vivent en Afrique subsaharienne. Mais nous voulons dire à M. Macron, nous en tant que ces enfants-là, les 250 millions qui vivent, plus de la moitié qui vivent en Afrique subsaharienne, nous savons que vous êtes la cause de nos souffrances. Parce que vous avez soutenu les dictatures pendant des décennies. Parce que vous avez soutenu la fuite des capitaux de nos États pendant des décennies. Donc, la réponse que vous allez donner aujourd'hui, nous demandons à la France d'arrêter net et court d'insupporter les dictateurs. Nous ne voulons plus voir Sassou Nguesso là. Ils ont mené le Congo à l'hécatombe économique, à la destruction complète. Alors donc, arrêtez de le soutenir. Dites à M. Kochiri, qui est votre ambassadeur, d'arrêter de le soutenir. Votre chargé militaire qui est à Brazzaville, d'arrêter de le soutenir. Nous voulons un peuple qui va se mettre dans la rue et nous voulons le soutien. Comme vous avez dit que vous êtes là pour la protection des valeurs de droits de l'homme, en ce moment-là, venez en interposition pour protéger les populations qui vont se mettre dans la rue à chasser Sassou du pouvoir, à chasser Bongo Ondimba, Ali Bongo, à chasser Biya qui, un vieux fatigué de plus de 90 ans, veut se maintenir au pouvoir. Nous savons qu'il va encore frauder à l'élection. En réalité, les Camerounais vont vivre avec un Kouyouayouma, donc un mort vivant au pouvoir. Oui, chers amis. C'est cela. Nous remercions, nous félicitons les Centrafricains qui ont compris le jeu pour dire qu'ils ne peuvent plus continuer à jouer le jeu du chat de la souris avec la France-Afrique et qui ont donc apporté des Russes. Peut-être que les Russes qui sont en train de travailler non pas seulement avec le pouvoir, mais même avec l'opposition. Des Russes qui ont apporté aussi de l'aide médicale
aux populations, parce qu'il faut le dire que tout le monde est soigné par les Russes qui sont au pouvoir. Donc vous voyez que quand vous venez avec une activité pareille, ça porte la confiance à la population. Et donc, quand il y a la confiance, il y a une facilité de pouvoir résoudre le conflit politique qui règne dans le pays. Vous voyez, chers amis. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On maintient un dictateur, on lui donne tous les ordres, il tue qui qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Et lui, il est protégé. Protégé par qui? Par la France. Donc, la loi du plus fort que vous ne croyez pas, mais vous l'appliquez dans un autre sens. Vous voyez, chers amis. Donc, nous, les enfants, les 250 millions, plus de la moitié, non scolarisés, est en train de vous regarder, vous, la France, parce que la France fait partie du malheur éternel de l'Afrique. Bon, il dit 700 millions des enfants qui vivent dans les régions les plus exposées. Mais vous le savez, mais parce que vous imposez par les multinationalismes, les multinationales que vous avez, vous venez vous piller tout. L'Occident pille tout, sans rien laisser. Et sans même construire une petite école de grande renommée. Sans même créer de la coopération scolaire pour pouvoir faire avancer ce pays. Regardez ce que le fils de Sassou est en train de faire. Nous sommes en train de le voir un peu partout, accompagné de son ministre Colline Makosso. Mais c'est une honte. Nous sommes encore au temps de la traite négrière ou du colonialisme, ou je ne sais même pas de quel moment, de l'Antiquité, où vous aviez un bâtiment droit qu'on a mis, on est venu repeindre, changer la peinture, on a mis une nouvelle toiture, on a repeint le tableau en noir, on a mis quelques tables, bon. Et on vient inaugurer avec des rubans, et il est là, il se présente, il se dit qu'il est le gaillard, le prochain président du Congo. Mais c'est une honte à vous, monsieur Christel. C'est une honte. Vous devez avoir honte à un certain moment, vous devez vous limiter à la honte, vous dire que bon, j'ai honte, je ne peux pas avancer. Ça, c'est déjà dépassé. Les écoles en Occident, mais j'espère que vous avez voyagé, mais il faut encore d'abord questionner votre niveau intellectuel. Est-ce que vous avez été dans les grandes écoles pour voir comment le système scolaire fonctionne? Vous allez d'ailleurs commencer par là. L'école ne se ressemble pas au bâtiment long, peint de quelques couleurs, ou à un tableau noir qu'on a peint de noir, et aux toitures qu'on a changées. Ça ne se limite pas là, Christelle Denis. Ça ne se limite pas là. L'école moderne aujourd'hui renferme tout, les bibliothèques, tout à l'intérieur. Vous avez des classes modernisées du 21e siècle avec tout le système numérique à l'intérieur. C'est comme ça. Ce n'est plus au bâtiment long. Vous avez des amphis à l'intérieur. Alors, ce qui compte, qu'il faut dire à Christelle, c'est qu'il le fait, il le fait avec l'argent du Congo et non avec son argent. Donc, il utilise l'argent du Congo pour son intérêt personnel. C'est-à-dire, pour essayer d'aménager son image, pour dire qu'il est en train de contribuer à l'économie du Congo. Mais c'est une honte. Tout ce qu'il construit à travers son association, la facture est renvoyée au Trésor public congolais. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, peuple du Congo, nos amis du lycée, que nous avons vu nos enfants aller poster des poses avec Christelle, mais vous êtes en train de faire des photos avec l'homme qui est en train de détruire votre avenir, parce qu'à lui seul, il détient plus de 7 000 milliards de francs CFA, qui est plus que le budget de ce pays-là pendant plusieurs années. Et il vous vient avec des monuments de forme, appuyés par des colonels Makosso. Mais on vous le dit dans le Nouveau Congo, monsieur colonel Makosso, on vous le dit, vous serez convenablement jugé, convenablement condamné. Vous êtes déjà condamné de plus. Il n'y aura pas, on ne parlera pas de la présomption d'innocence ici, parce que vous êtes déjà des coupables. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est tous ces enfants-là exposés, parce qu'il faut le dire que c'est des classes qui sont exposées, une éducation exposée au danger, parce que l'éducation, les conditions d'éducation que ces enfants reçoivent ne reflètent pas le modèle du 21e siècle. Quel genre d'élite allez-vous préparer dans ce genre de conditions? Rien du tout. Vous voyez, chers amis. Donc, on nous dit à Denis Christel, il faut le dire que, chers amis, c'est une honte pour Denis Christel. Il faut le dire que moi, je doute vraiment de la capacité intellectuelle de cet enfant. On vous le dit, tout ça, c'est des microbes qu'il faut effacer au même titre que le père. Vous voyez, chers amis. Bon, il parle de 200 millions qui n'ont pas accès à la contraception. Bon, ce qui est plus important, monsieur Macron, c'est simplement vouloir contrôler la contraception au monde entier, et éventuellement dans les pays africains. Pourquoi veut-il contrôler les populations africaines? Son véritable problème, c'est de voir des femmes africaines qui font des enfants. Mais où est son problème là-dedans? Nous, on se dit, est-ce que c'est lui qui paye pour ces grossesses-là? C'est lui qui nourrit, puisque lui, il va piller les matières premières dans ce pays. Alors, chers amis,
il y a parfois un certain nombre de chiffres que nous, ça nous a quand même interpellés. Il parle de 783 millions de personnes qui vivent au-dessus de ceux de la pauvreté. Mais ces gens-là vivent au-dessus de ceux de pauvreté. La plus grande partie sont en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que vous imposez des chefs d'État, vous imposez le modèle économique, vous imposez la monnaie. Et c'est ça qui fait que ce pays-là demeure dans les taux, vous voyez, dans le statu quo de non-développement. Et si aujourd'hui vous êtes devenu le défenseur de l'inégalité, alors commencez d'abord par demander à la France de retirer le franc CFA, que les multinationales payent leur faire cher, comme on dit, de payer leurs taxes dans les États qui sont en train d'exercer. C'est ça la réalité. Si vous ne payez pas les taxes et vous recevez l'exonération des taxes, alors comment ces pays-là vont payer les services? C'est-à-dire le service éducatif, service de santé, ainsi de suite, le service social. Alors, ayez du bon sens. Vous voyez, vous êtes un leader du monde et nous on vous le dit la vérité en face et c'est sans rancune. Vous voyez, voilà. Voilà, donc il dit près de 2 milliards de personnes. Il dit dont 90% qui ont l'âge entre 10 ans et 24 ans sont dans des pays sous-développés et vivent sans meilleures conditions de vie. Vous voyez, chers amis, hein, quand M. Macron présente ces chiffres, je ne sais pas s'il est en train de regarder ça, que vous êtes en train de préparer des monstres au futur. Hein. Mais le futur, ce n'est plus un futur long, c'est un futur proche. Vous voyez que tout ce monde-là, ces chiffres que vous donnez, vous voyez que les migrants que vous êtes en train de voir en Europe, ça encore c'est rien. Mais vous allez vous arriver à des flux graves. Et ça sera l'étouffement. Vous voyez? Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réparer cette affaire-là. Réparer cette affaire-là. Il dit à la fin, excusez-moi, faire une place à l'Afrique pour que son rôle soit moteur et essentiel dans la recomposition du système international. Ce n'est pas seulement sur ce continent que nous gagnerons ou perdrons collectivement notre grande bataille sur les inégalités. C'est avec ce continent. Nous comprenons ici que, oui, personne ne perd, mais ce sont les Africains qui vont perdre. En réalité, vous êtes les gagnants. C'est ça la réalité. Maintenant, il dit, car c'est bien aujourd'hui en Afrique qu'on trouve les plus fervents du multinationalisme, de l'intégration régionale. Car nos partenaires africains ont bien compris que c'est ensemble que nous serons en mesure de relever nos défis communs. Mais quels sont vos partenaires africains que vous faites allusion ici, qui ont compris quoi? Mais nous on vous le dit, nous la jeunesse africaine, nous n'avons rien compris de vous. Nous on vous le dit, ce que nous la jeunesse africaine dit, on n'a plus besoin des stratégies de la France. Nous avons des potentialités économiques qui peuvent nous faire développer nous-mêmes. Et nous ne travaillerons pas avec des partenaires qui viennent pour nous exploiter et qui nous poussent à mener la guerre entre nous-mêmes, à nous créer des conflits entre nous-mêmes, à nous créer des ennemis entre nous-mêmes. Donc les partenaires qui ont compris avec vous, ce sont les dictateurs, ceux-là que vous maintenez au pouvoir. Et que nous, la jeunesse, nous rejetons. Nous sommes en train de vous le dire au moment où vous êtes en train de faire des politiques d'exclusion de la jeunesse. La France est en train de vivre son hécatombe. Et ce sera pour bientôt. Voilà. Voilà, donc, c'était ça, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, ce que nous avons prévu pour ce soir. Un petit résumé, nous avons rapidement parlé des prisonniers politiques, même ceux-là qu'on a sortis, mais qu'on empêche de voyager, c'est le cas de Paulin Makaya. On a dédié cette vidéo-là à tous les prisonniers politiques du Congo. Jean-Marie Michel Mokoko, Jacques Manangazala, Jean Gwabi, Libongo Ngoka, Léo Kombi, Paulin Makaya, parce qu'il est libre, mais il n'est pas libre, parce que si vous empêchez quelqu'un de voyager, ça veut seulement dire qu'il est encore prisonnier. L'opposition au Congo, on s'en fout de ce monde, parce qu'il faut le dire, c'est une opposition complètement morte. Personne ne bouge d'un iota, parce que tout un chacun d'eux veut profiter de ces privilèges qu'il bénéficie de ce système. Nous avons autrefois expliqué les privilèges.
tout ce groupe qui vient nous parler, qu'il s'agit de Mounari, Mathias Nzon, Miarassa, qu'il s'agit de Boao, de tout ce monde, de Satima Biala. Même Satima Biala qui aujourd'hui, qui est devenu un partenaire à Sassou, les collègues sont des partenaires à Sassou. Tous, ils sont régis par ces privilèges-là. Privilèges, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas manquer de l'eau potable, vous ne pouvez pas manquer de la nourriture, vous bénéficiez des perdièmes mensuels de plus de 3 000 jusqu'à 6 000 euros par mois. Hein, mensuel, vous comprenez, c'est par mois. Vous voyez, vous bénéficiez des avions médicalisés. S'il ne s'agit pas de venir en Europe ou dans un pays africain, tous, ils sont dans ce système. Sassou nourrit ces opposants-là. Ces gens-là que vous croyez qui sont avec nous. Aujourd'hui, Ntoumi que nous avions autrefois soutenu, pensant qu'il était en réalité dans la résistance, mais en réalité, il était là en train de placer un projet, un plan de Sassou, et que vous venez vous-même, peuple congolais, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, peuple congolais, la jeunesse du Congo doit compter sur sa jeunesse. La révolution sera l'unique moyen. Tant que vous avez peur de sortir massivement dans tout le pays, au même moment, pour aller revendiquer votre liberté, on vous imposera le fils, et ce sont les mêmes choses qui vont continuer. Le Congo va reculer de 50 ans en arrière. Et en ce moment-là, nous nous dirons que nous avons échoué notre mission. Mais encore, nous avons cette grâce de vivre à l'extérieur, comme même qu'on a encore des parents qui vivent à l'intérieur. Mais vous qui êtes à l'intérieur, ça veut seulement dire que vous avez échoué dans vos parents. Nous avons toujours dit, nous avons zéro émotion pour les étudiants congolais qui se plaignent pour les bourses non payées. Nous avons zéro émotion pour des pensionnaires congolais qui se plaignent qui n'ont pas de pension payée. Pour des fonctionnaires congolais qui se plaignent qui n'ont pas de salaire payé parce que vous aviez accepté vous-même de vivre dans ces conditions-là. Celui qui n'accepte pas de vivre dans ces conditions, c'est celui qui se lève, qui revendique. Si nous faisons face à une opposition sérieuse, c'est une opposition qui devait se lever, sachant que Sassou a menti sur tout le monde, que la situation macroéconomique du Congo était bien contrôlée. Pendant que le Congo était déjà dans l'hécatombe, il a nié que nous étions dans une banqueroute. Tout a démontré que le Congo a banqueroute. Ce qu'on appelle une trahison nationale. Et c'est atteinte à l'intégrité de l'État. Quand un homme qui se prétend président de la République commet des crimes de grande envergure comme celui qui venait de commettre, d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison nationale, cet homme, s'il ne démissionne pas, vous le poussez, le peuple le pousse. Si le peuple ne le pousse pas, l'armée doit se lever pour le buter. Parce que c'est une unique solution. Mais l'armée est avec nous parce que c'est une Gestapo, une milice qui travaille avec Sassou. Donc la responsabilité, en tout dernier, vient auprès du peuple congolais de le revendiquer. Le peuple a deux façons. Ou le peuple boycotte, c'est-à-dire le peuple reste à la maison, personne ne va au travail, personne ne sort parce que les gens ont peur de se tirer les balles. Ou le peuple sort pour aller réclamer le pouvoir d'une manière violente. Vous voyez? Mais le peuple compte sur un Moïse ou un Jésus qui descendra du ciel pour leur dire de passer à l'action. Leur Moïse devait être les représentants de l'opposition qui sont au Congo, mais qui sont incapables d'appeler à l'insurrection populaire ou à la désobéissance civile. Qu'il s'agit de Nzo Mathias qui vient faire ses petites conférences pour parler des chiffres économiques, pour se prétendre qu'il est le grand économiste. Pendant ce temps, c'est lui qui était l'économiste en charge pour aller acheter les armes de Sassou pendant que Sassou faisait le coup d'État de 1997. Alors, chers amis, qu'il s'agit de Mounari qui vous parle de l'opposition pour vous dire que nous, les passeports ont été confisqués. Alors, peuple congolais, si vous comptez sur ces gens-là, ce sont la poudre des piments dans les yeux qu'on est en train de vous faire. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous avons ouvert les yeux, nous avons compris. Ils ont essayé de nous mettre la poudre des piments dans les yeux. C'est rentré dans les yeux, mais nos yeux sont toujours restés ouverts pour regarder ce monde-là. Et nous avons donc dépassé ces étapes et nous sommes partis à l'étape de l'esprit, c'est-à-dire leur dire la vérité en face, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, jeunes du Congo, ton avenir est en tes mains, alors bouge-toi pour ton avenir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct et bonne nuit.